quand ce type est arrivé à la cérémonie de l'éveil. Personne n'avait la moindre idée de combien son destin allait changer. Il tendit calmement la main vers la sphère magique, attendant de voir quelle classe le destin lui réservait. Mais au moment où son résultat lui apparut devant les yeux, toute l'académie éclata instantanément de rire. Parce que la classe qu'il a réveillée était bricoleuse, l'un des cours les plus inutiles du monde entier. Puis sa deuxième classe s'éveilla à fermier, ce qui ne fit que faire rire tout le monde encore plus. Pour tout le monde, son avenir était terminé à ce moment-là. Mais aucun d'entre eux ne s'en rendit compte, que la classe réparateur venait avec une compétence innée ridiculement défaillante. Il pouvait réécrire n'importe quelle compétence ou objet avec un seul personnage. Une épée de fer ordinaire pouvait instantanément devenir une épée en acier, augmentant sa puissance plusieurs fois. C'était grâce à cette capacité même que dans sa vie précédente, il avait attiré l'attention bien trop tôt. Bientôt, les plus gros tireurs de l'association des chasseurs le traquaient déjà. Grâce à son pouvoir, il transformait des objets sans valeur en trésors inestimables. Sous prétexte de le protéger, il le gardait comme un prisonnier. Mais cette fois, tout allait changer. Sur cette pensée, Zhang Yan leva les yeux vers le tableau de classement, sachant qu'un jour, son nom figurait tout en haut. Poussé par les souvenirs d'avoir tout refusé dans sa vie précédente, il jure que cette fois, il sera le seul à s'élever au sommet. Pour commencer, il se dirige vers la base d'entraînement des novices où les débutants chassent les lapins chargés pour une expérience sûre et efficace. Il l'a choisie non pas parce que c'est facile, mais parce qu'elle offre le chemin le plus rapide vers une croissance précoce. Battre le record du donjon là-bas lui rapporterait aussi des points bonus pour le prochain tournoi des rookies et renforcerait son chemin vers une université d'élite. Avec cet objectif en tête, il arrive déterminé à monter rapidement de niveau, à battre le record de temps clair et à assurer son avenir. À l'entrée, un responsable de l'académie lit ses lettres de compétence avec incrédulité, notant qu'un élève classé premier à la fois en études et en combat a d'une manière ou d'une autre éveillé deux professions de rang F. Le chevalier superviseur se demande si Zhang Yan a vraiment l'intention de défier seul le donjon malgré son danger. Il conseille à Zhang Yan de former un parti, d'autant plus qu'une profession de rang F aurait normalement besoin de soutien pour survivre. Zhang Yan ignore la condescendance et demande simplement son équipement de départ. Le personnel suppose que sa fierté ne peut pas accepter la réalité de son éveil faible et le traite comme un prodige brisé. Malgré tout, ils lui remettent l'équipement standard pour débutants et le laissent continuer. Zhang Yan remarque que l'équipement est un peu meilleur que ce dont il se souvient de sa vie passée, ce qui suggère que le chevalier lui a montré un peu plus de faveur. L'équipement se compose d'une épée de fer basique et de bottes en cuir, des objets modestes qui améliorent tout de même l'attaque et la vitesse. Il reconnaît ce geste comme de la pitié plutôt que du respect, mais accepte l'équipement sans se plaindre. Alors qu'il entre dans le donjon, le personnel avertit que s'il a des ennuis, les élèves proches et le chevalier posté pourraient devoir le sauver. Il les remercie poliment tout en précisant qu'il n'a pas l'intention d'avoir besoin d'aide. Une fois la porte refermée derrière lui, il abandonne la comédie et se prépare à utiliser son avantage caché. Il active modification sur son équipement à l'intérieur du donjon où personne ne peut intervenir. L'épée de fer est améliorée en une épée en acier, doublant son attaque et ajoutant une pénétration d'armure. Les bottes en cuir sont également transformées en bottes à coups de vent qui augmentent considérablement la vitesse et offrent un boost supplémentaire de mouvement. Il note qu'il pourrait pousser l'engrenage encore plus loin dans des formes manifestement non naturelles, mais choisit la retenue. Conscient de la surveillance du donjon, il décide de rester discret et d'éviter de révéler toute l'étendue de son talent. Sa prudence vient de l'expérience, car dans sa vie précédente, révéler trop de pouvoir lui coûtait cher. Pour l'instant, ces améliorations suffisent largement à dominer le premier donjon. Les consignes du donjon expliquent que le terrain d'entraînement est divisé en zones de base, avancée et de boss, les stagiaires ordinaires devant rester dans la zone de base. Zhang Yan dépasse immédiatement cette limite, sachant qu'il doit pousser dans des sections plus difficiles s'il veut battre le record. Il conclut que le record de temps clair ne peut être battu qu'en atteignant la zone du boss et en tuant un lapin chargeant de niveau boss. Les monstres qu'il affronte sont des lapins chargeurs adultes, des bêtes démoniaques armées d'armure de cristal sur la tête et d'une puissance d'attaque dangereuse. Plutôt que d'hésiter, il se fixe ici un objectif concret, atteindre le niveau 5, ce qui signifie en abattre au moins une centaine. Les lapins le détectent et lancent immédiatement une attaque massive. Un essaim entier le submerge d'un coup, exactement le genre de pression écrasante qui effrayerait un bleu ordinaire. Zhang Yan reste posé, prévoyant déjà d'utiliser ce donjon pour atteindre le niveau 5 et débloquer le prochain terrain d'entraînement, la base du loup cyclone. Il accueille le danger comme l'endroit idéal pour Farmer, car ce qui est mortel pour les autres est parfait pour sa construction. Armé de son équipement amélioré et d'une confiance absolue, il s'attaque à la horde en charge et commence à faucher les lapins en frappes amples. En traversant les monstres, Zhang Yan réalise que s'il peut sauter directement au niveau 10, sa croissance explosera d'un coup. Il se concentre sur la récompense qui l'attend, une compétence innée éveillée, suffisamment puissante en théorie pour créer des bêtes démoniaques ultimes. Cette possibilité renforce sa détermination, car l'atteindre le rendrait bien plus fort qu'il ne l'est maintenant. Même en continuant à se battre, il remarque que son vieil rival Wang Qingfeng sera le premier à venir le chercher une fois qu'il se relèvera. À l'école, la cérémonie d'éveil se déplace sur le meilleur élève de la première année, Yang Hongwei. Yang ne se soucie que de battre le résultat de rang F de Zhang Yan, convaincu que tout rang supérieur lui assurera la victoire.
Son éveil explose d'une énergie écrasante, transformant la cérémonie en un spectacle. Le résultat est annoncé comme la profession de combat berserker. Son statut confirme une forte affinité au mana et une classe de combat primaire de rang A, le rendant instantanément élite. Yang célèbre comme s'il avait enfin tout gagné. La foule est stupéfaite que quelqu'un, longtemps éclipsé par Zhang Yan, ait soudainement pris le dessus. Yang profite immédiatement de l'occasion pour déclarer qu'il n'acceptera plus jamais d'être appelé deuxième. Il insiste sur le fait que la première classe de terminale n'a désormais qu'un seul vrai numéro 1. Ivre de son succès, il se présente fièrement comme ce nouveau champion. Ses partisans renforcent rapidement la nouvelle hiérarchie, se moquant de Zhang Yan comme quelqu'un qui ne mérite plus d'être comparé à lui. Yang ajoute en se vantant d'avoir éveillé une profession de rang alors que Zhang Yan était trop insignifiant pour en être témoin. Un des garçons fait remarquer que Zhang Yan est allé à la base d'entraînement des novices. Yang et son groupe s'y rendent aussitôt, désireux de l'humilier alors qu'il est déjà en difficulté. Un professeur observant de côté décide de ne pas intervenir, croyant que l'habitude de Zhang Yan de cacher ses origines familiales l'a finalement exposé. Mais une autre perspective rappelle que Zhang Yan a toujours travaillé plus dur que quiconque, étudiant seul tard dans la nuit. Ce souvenir continue avec lui qui se conduit lui-même sur la piste jusqu'à ce que son corps ne puisse presque plus le supporter. Cela s'étend même à la salle d'entraînement, où il endura la douleur en silence, rendant sa faible profession difficile à concilier avec ses efforts. Wang Qingfeng, observant le tumulte, conclut que même une profession de rang F ne peut pas maintenir Zhang Yan à terre longtemps. En tant qu'élève de longue date classé deuxième du lycée numéro 1, Wang sait mieux que quiconque à quel point Zhang Yan se pousse sans relâche. Il se souvient des examens finaux de première année, quand Zhang Yan l'a forcé à affronter directement ce fossé. Ce match se termina avec Wang complètement humilié. Alors, lorsqu'il apprend que Yang va provoquer Zhang Yan, Wang décide d'intervenir et de voir par lui-même. Il juge le geste de Yang comme une ingérence imprudente de la part de quelqu'un qui ne comprend pas la personne qu'il provoque. Wang part convaincu que lui seul a le droit de défier et de surpasser Zhang Yan. Pendant ce temps, à la base d'entraînement, Zhang Yan s'arrête, épuisé, après avoir massacré plus d'une centaine de monstres en une seule poussée. Il sait qu'il est proche du niveau 5, mais l'ennemi final nécessaire à la percée se dresse toujours sur son chemin. Ce dernier obstacle apparaît sous la forme d'un roi lapin chargeant de niveau 5, une bête agressive dont l'armure cristalline confère une résistance à la terre. Zhang Yan voit que son expérience est presque complète, mais ses blessures sont désormais suffisamment graves pour menacer la tentative. Le roi lapin s'abaisse et prépare une charge directe. Il se jette en avant avec une force écrasante, visant à l'achever d'un seul coup. Zhang Yan comprend immédiatement que l'affronter de front dans son état actuel signifierait la défaite. Au lieu de cela, il reconnaît l'ouverture qu'il attendait lorsque la bête active sa compétence innée, le coup de tête de flamme. Il répond en utilisant modification sur cette compétence innée, transformant l'attaque ennemie en la clé de sa propre victoire. La compétence modifiée devient explosion de tête de flamme, transformant l'armure de cristal en une faiblesse autodétonante qui dévastera la bête elle-même. Le roi lapin fonce, sans savoir que son propre pouvoir s'est retourné contre lui. Son attaque explose violemment, et la bête est détruite par sa propre compétence modifiée. Zhang Yan endure l'explosion et confirme que le pari a fonctionné exactement comme prévu. Le système enregistre la kill, le fait passer du niveau 4 au niveau 5, et affiche un nouveau temps de nettoyage de base d'entraînement novice de 32 minutes et 9 secondes. Dehors, les spectateurs sont choqués en réalisant qu'il a battu l'ancien record de 1 heure et 17 minutes de plus de la moitié. Yang refuse de l'accepter, arguant qu'une double profession de rang F n'aurait jamais dû passer la base aussi rapidement. Il se convainc que le résultat doit être une fraude, car l'exposition détruirait la réputation de Zhang Yan. Déterminé à protéger son propre statut, Yang jure d'arracher personnellement ce qu'il appelle le faux masque de Zhang Yan. À l'intérieur, Zhang Yan utilise la régénération pour récupérer et décide qu'il est prêt à passer à l'étape suivante de la base d'entraînement. Il apprend alors que les étapes à venir sont d'un tout autre niveau, marquées par l'apparition du roi loup cyclone. Reconnaissant la bête qu'il avait autrefois tourmentée dans sa vie passée, Zhang Yan se prépare et saisit son épée. Zhang Yan se dirige seul vers la base d'entraînement des débutants, déterminé à le défier immédiatement. Il apprend que cette base d'entraînement des novices, la base Cyclone Wolf, est tristement célèbre comme un abattoir pour les débutants. Le danger est clairement indiqué, les loups ordinaires y sont déjà de niveau 6 à 9, et le roi loup atteint le niveau 10 tandis que les premières années ne sont qu'environ entre le niveau 1 et 5. Pour un bleu ordinaire, entrer dans cette base revient pratiquement à choisir une épreuve brutale et terrifiante. Mais le même endroit offre aussi des récompenses exceptionnellement élevées à quiconque peut y survivre. Si quelqu'un le termine en battant le roi loup, il peut gagner assez d'expérience pour passer directement au niveau 10. C'est important car la plupart des freshmen ont besoin d'environ 10 jours pour atteindre le niveau 10, alors que cette base peut le fournir en une seule partie. Atteindre le niveau 10 signifie aussi éveiller une seconde compétence innée, rendant le risque encore plus tentant. Zhang Yan décide que ces avantages sont trop importants pour que sa croissance les retarde, surtout qu'un niveau 10 lui permettrait aussi de chasser et de monter seul dans la nature. Un senior supervisant la base se demande si un simple étudiant a vraiment l'intention de la défier seul, notant que même les élèves de niveau 8 ou 9 viennent généralement par groupe de 6. Pour l'arrêter,
le seigneur cite un ancien étudiant de première année avec une profession de rang à qui a tenté cette base et a été si gravement blessé qu'il n'a même pas pu passer l'examen d'entrée à l'université. Son avertissement se transforme en un mépris ouvert alors qu'il traite le double rang F de Jan Yan comme une ordure suicidaire. Jan Yan le remercie calmement mais lui fait clairement comprendre que sa décision ne changera pas. Le seigneur abandonne toute prétention et lui dit qu'il n'interviendra pas s'il veut mourir. Jan Yan entre sous ce mépris, refusant de laisser le jugement du monde l'empêcher de devenir plus fort. À l'intérieur, les loups sentent rapidement un intrus et s'apprêtent à le tuer. Jan Yan surgit dans l'arène et fonce directement à la chasse au lieu d'attendre d'être encerclé. Il dégaine sa lame et décide de tester lui-même la force des loups. Observant d'en haut, le seigneur rejette Jan Yan comme un imbécile imprudent fonçant vers la mort. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un qu'il considère sans talent attaquerait avec autant d'audace. Jan Yan répond avec rapidité et précision, traversant la meute et gagnant peu à peu d'expérience. La facilité du massacre choque le seigneur, qui réalise que ce combat ne se déroule pas comme il le devrait. Il commence à soupçonner que Jan Yan utilise une compétence innée de sa profession et pourrait en réalité être un génie caché. Au fil du temps, la bataille se transforme en massacre prolongé. Finalement, Jan Yan se tient au sommet d'une montagne de cadavres de loups, ayant presque à lui seul anéanti la meute. Voyant ce résultat, le seigneur est contraint d'admettre que Jan Yan est vraiment extraordinaire. Honteux de sa moquerie précédente, le seigneur décide de s'éclipser avant que Jan Yan ne sorte et ne l'humilie. Parmi les cadavres, Jan Yan endure les conséquences du combat et réfléchit au fait que sans sa capacité de régénération, il serait déjà mort des centaines de fois. Sa seconde compétence innée nouvellement éveillée se révèle être la régénération, qui guérit les blessures au prix de mana. Même après l'abattoir, Jan Yan reconnaît que ces loups étaient bien plus forts que les lapins changeants, avec une vitesse, une force et une intelligence supérieures aux monstres inférieurs qu'il avait affrontés auparavant. Il note que la régénération a restauré ses blessures mais pas la douleur, puis décide que la douleur est sans importance si elle le rapproche de son objectif. Il plante son épée ensanglantée et se prépare au combat final. Sa concentration s'aiguise complètement alors qu'il se prépare à affronter la véritable menace. Avec la mort des petits loups, Jan Yan déclare que seul le roi reste et que c'est désormais une bataille entre souverains. Le roi loup cyclone répond par un rugissement furieux. Le boss se révèle être une bête démoniaque de niveau 10 qui manipule le vent et grandit plus vite en s'en tirant. Jan Yan analyse rapidement les deux capacités du roi loup, vitesse du vent et griffe de la lame du vent. Il comprend qu'une compétence augmente la vitesse de la bête tandis que l'autre lance des attaques de vent à distance. Plutôt que de manipuler ses capacités de manière imprudente, il juge que l'adaptation directe est la voie la plus sûre. Alors que le roi loup se jette sur le coup, Jan Yan décide exactement comment il va y répondre. Il déchire sa chemise abîmée, rejetant tout ce qui pourrait l'entraver. Puis il affronte la charge de front de la manière la plus simple qu'il connaisse, par un combat pur au corps à corps. Il révèle que sa confiance ne vient pas seulement de son talent inné de niveau divin. Il fait aussi confiance à l'entraînement d'élite au combat qui l'a fait être le meilleur à la fois académique et au combat. Utilisant cette habileté et cette confiance, il lance une attaque aérienne décisive sur le roi loup. En dehors de la base, d'autres élèves se remettent encore de la zone débutante et n'ont aucune idée de ce que Jan Yan a accompli plus profondément. À ce moment-là, des élèves de terminale arrivent et les réprimandent pour avoir pénétré dans la zone avancée au lieu de se monter docilement dans la zone de base. Un étudiant meurtri proteste qu'un groupe n'aurait même pas dû pouvoir entrer dans la zone des boss, encore moins la nettoyer, et exige de savoir comment Jan Yan a fait. Incapable d'accepter le résultat, il insiste sur le fait que Jan Yan a dû tricher. L'annonce de la base écrase ce refus en confirmant que Jan Yan a réinitialisé le record d'entraînement des débutants avec un temps clair de 29 minutes et 8 secondes, augmentant ainsi son classement de 323 997 places. Un groupe d'élèves est stupéfait de réaliser que Jan Yan a non seulement battu le record précédent, mais aussi réduit le temps d'une demi-heure supplémentaire. Ailleurs, Jan Yan fait face à l'écran de sortie du procès après avoir survécu à l'épreuve. Il accepte le résultat avec une confiance froide et décide que, puisque d'autres ont joué sale en premier, il arrêtera de se retenir. Alors que ses camarades de classe partent célébrer son exploit, il jure en privé de faire payer ceux qui l'ont piégé. Dans le sang après la bataille, son épée se dresse parmi les cadavres de bêtes tuées. Ayant enfin atteint le niveau 10, Jan Yan réalise qu'une seconde compétence innée peut désormais s'éveiller. Son avancée lui confère deux nouvelles capacités de classe, durabilité de classe artisan et greffe de plantes de classe fermier. Le système met à jour son statut et confirme que sa profession éveillée combine désormais les traits d'artisan et de fermier avec un ensemble de compétences élargies. Se souvenant d'une compétence qu'il convoitait autrefois, il utilise immédiatement modification sur sa nouvelle capacité de greffe. Cette modification transforme la greffe végétale en une nouvelle compétence appelée greffe de tout en chose. À mesure que le changement s'installe, Jan Yan reconnaît que cette capacité réécrite pourrait devenir bien plus puissante qu'auparavant. Cette nouvelle compétence lui permet de fusionner les gènes de deux espèces biologiques pour créer une nouvelle créature, avec une chance d'obtenir un résultat supérieur. Il réalise que s'il peut élever la compétence à son niveau maximal, créer des créatures supérieures deviendra garanti, en faisant un pouvoir terrifiant de niveau divin malgré ses limites. Il voit immédiatement le potentiel de combiner des bêtes démoniaques en monstres de haut rang bien au-delà de ce que l'évolution ordinaire permettrait. Il comprend aussi qu'avec un contrat de dompteur de bêtes,
Ces créations pourraient devenir des animaux de compagnie de combat totalement loyaux. Zhang Yan réfléchit que les réalisations que d'autres lui ont volées dans sa vie antérieure lui appartiendront désormais seules. Hanté par les figures qui l'ont autrefois exploité, il décide de s'emparer de cet avenir cette fois-ci. Serrant son épée, il déclare que tout ce pouvoir deviendra son avantage exclusif dans cette vie. Satisfait des acquis de l'épreuve, il décide qu'il est temps de revenir. En repérant un cristal magique tombé, il remarque que ce butin rare se vend une fortune car il peut conférer de puissants effets d'équipement. Il se souvient que les cristaux et matériaux à l'intérieur de la base d'entraînement appartiennent à l'association, mais en tant qu'étranger de niveau 10 à la faille démoniaque, il peut légalement entrer dans la nature. Cela signifie que tout ce qu'il obtiendra en dehors de la faille lui appartiendra, et il voit un moyen de résoudre ses problèmes financiers. Cette pensée est interrompue lorsque la douleur le frappe soudainement. Il réalise que revivre ne peut pas guérir cette blessure car elle n'est pas fatale, et un traitement hospitalier approprié coûterait plus cher qu'il ne peut se permettre. Incapable de payer et refusant de mourir publiquement, il refuse d'utiliser réanimation devant d'autres car cela le démasquerait. En remarquant des chevaliers travailleurs à proximité, il conclut qu'un suicide simulé ici n'attirait qu'une attention dangereuse. Il décide de s'éclipser dans un endroit isolé et de s'occuper de cela en secret. Zhang Yan quitte la zone d'entraînement et retourne dans l'installation tout en évitant d'être remarqué. Lorsqu'il arrive sur la place, il trouve une foule exceptionnellement nombreuse qui l'attend dehors. Il est pris au dépourvu par le nombre de personnes rassemblées. La réponse arrive rapidement lorsque les spectateurs l'identifient comme le fraîchement qui a établi ce nouveau record. Zhang Yan comprend que sa série record a attiré des élèves plus âgés et fait de lui le centre de l'attention. En traversant la foule, il s'inquiète qu'avec autant d'yeux braqués sur lui, utiliser réanimation soit impossible. Son état ne cesse de s'aggraver, et il sait que toute guérison publique ne ferait qu'attirer plus d'attention. Il cherche un moyen de secouer la foule avant que ses blessures ne deviennent ingérables. Avant qu'il ne puisse agir, une lumière chaude et guérissante s'abat soudain sur lui. Une manifestation angélique radieuse apparaît au-dessus de lui, le baignant d'un pouvoir réparateur tandis que la foule regarde. Les spectateurs reconnaissent le phénomène comme étant Holy Angel, une classe de soutien de rang S. Le lanceur de sorts s'avère être Yao Kexin de la prestigieuse famille Yao, qui est venu personnellement l'aider. Sa présence choque encore plus les étudiants, car quelqu'un de son statut n'avait aucune raison de paraître un étudiant ordinaire. À mesure que la guérison s'achevait, Zhang Yan réalise qu'elle a résolu sa crise immédiate. Yao Kexin l'observe en silence, réservée mais attentive. Zhang Yan la remercie et confirme que ses blessures sont maintenant complètement guéries. Il offre un remboursement futur en promettant de fabriquer du matériel pour elle dès qu'il le pourra, voyant une valeur pratique à maintenir ce lien. Elle accepte à la légère et lui dit qu'elle se souviendra de cette promesse quand elle aura besoin de faire du matériel. Le moment est brisé lorsque l'élève hostile qui l'a ciblé avance et se moque ouvertement de lui en le traitant de clébard tricheur. Il essaie de faire tourner la foule en avertissant tout le monde de ne pas se laisser berner par Zhang Yan. Il affirme bruyamment que ce record n'a été possible que par la triche parce que Zhang Yan n'est qu'un éveillateur de classe F de classe artisanale sans réelle valeur de combat. Certains élèves reprennent cette accusation avec incrédulité, arguant qu'un artisan de rang F ne devrait avoir aucune capacité de combat. Profitant de cette incrédulité, l'accusateur insiste sur le fait que Zhang Yan ait réussi seul au procès et battu le record est impossible sans un tour caché. Un élève supérieur prétentieux humilie publiquement Zhang Yan, l'accusant d'avoir recouru à un tour bon marché après des années à être considéré comme un échec. Il pousse la foule à voir Zhang Yan comme un imposteur, insistant sur le fait qu'une personne avec sa réputation n'aurait honnêtement pas mérité ce qu'il a. L'accusation dégénère en une affirmation selon laquelle Zhang Yan aurait abusé du système d'aide financière de l'école. Les spectateurs deviennent rapidement jugeants, le traitant comme quelqu'un d'assez sans honte pour voler de l'aide aux personnes en situation de pauvreté. Zhang Yan reste calme et exige des preuves au lieu d'accepter les suppositions de la foule. Incapable de prouver l'accusation, le tyran transforme le conflit en duel, pariant que la victoire servira de preuve. Une fille tente d'arrêter Zhang Yan, le prévenant qu'il n'a rien à gagner à céder à ce piège. Zhang Yan apprécie son inquiétude, mais il a déjà décidé de répondre à la provocation. Il accepte formellement le défi, précisant qu'il compte régler l'affaire lui-même. En privé, Zhang Yan décide que cette nuisance doit être éliminée maintenant avant qu'elle ne continue à entraver ses plans pour se renforcer. Son adversaire répond avec arrogance, s'appuyant sur son rang supérieur et activant son pouvoir de berserker. Le tyran se vante que sa classe de rang A va submerger la classe d'artisanat de rang F de Zhang Yan par la seule force. Les deux s'affrontent dans un espace ouvert, l'attaquant renforcé s'attendant à une victoire facile. Zhang Yan se moque de cette confiance et laisse entendre que l'élan de l'autre garçon ne durera pas. Il voit immédiatement la tactique, reconnaissant que le tyran essaie de l'écraser uniquement par la supériorité de classe. Zhang Yan se stabilise et se prépare à se battre sérieusement malgré le fait qu'il n'ait éveillé aucune classe de combat. Il décide de donner une leçon à son adversaire tout en prouvant que le rang brut ne fait pas tout. Le berserker charge avec une agressivité écrasante, tentant de mettre fin au combat par la force brute. En observant de côté, la jeune fille réalise à quel point le duel devrait être injuste sur le papier. Zhang Yan reste calme, déjà prêt à gagner avant de récupérer l'équipement qu'il avait restauré. Il révèle qu'il n'utilise même pas d'équipement, ce qui signifie qu'il compte battre un combattant de rang à les mains vides. Le tyran prend cela pour une insulte supplémentaire et se précipite,
convaincu que Zhang Yan est sur le point de mourir. Son premier coup de poing lourd manque, et l'échec le choque car Zhang Yan bougea trop proprement pour être un artisan impuissant. Refusant d'accepter cela, il redouble d'efforts et attaque avec encore plus de violence. Il déchaîne une rafale, pariant que la vitesse et le volume finiront par percer le but. Zhang Yan glisse à travers la tempête de coups sans panique, laissant l'assaillant se détruire. Même en reconnaissant que la classe berserker est puissante, Zhang Yan considère sa force comme dénuée de sens si elle ne peut pas se connecter. Il transforme cet échange en leçon, montrant que les attaques ratées ne sont que de l'endurance perdue. Zhang Yan révèle que ce résultat était prévisible car il étudie ce style de combat depuis des années. Une fois le schéma clair, il intercepte l'assaut au bon instant et brise l'élan du tyran. Il dit à son adversaire que la vraie différence entre eux est la compréhension. Zhang Yan l'a lu complètement, tout en restant lui-même impénétrable. Le tyran reste sous le choc, incapable de comprendre comment quelqu'un qu'il méprisait a pu le démanteler si facilement. Zhang Yan termine le combat en le projetant au sol devant toute la foule. Debout au-dessus du garçon tombé, Zhang Yan note sèchement que le résultat s'est réglé. Les spectateurs sont stupéfaits qu'un artisan de rang F vienne de vaincre un berserker de rang A. Avec le message fait, Zhang Yan décide qu'il n'y a aucune raison de rester et ne perd plus d'attention sur le perdant. En s'éloignant, ses pensées reviennent à des sujets pratiques, notamment la nécessité d'obtenir du matériel adéquat. Il réfléchit qu'avec son talent d'artisanat, obtenir un bon équipement ne devrait pas être difficile en principe. Le vrai problème, c'est l'argent, alors il se dirige vers le marché pour voir ce qu'il peut se permettre après avoir rendu les articles fournis par l'école. En vérifiant ses fonds presque vides, il se rend compte que même chercher des améliorations pourrait lui échapper. Avant qu'il ne puisse s'attarder là-dessus, quelqu'un l'attaque soudainement par derrière. Zhang Yan remarque l'embuscade à temps et réagit avec un calme familier plutôt qu'avec inquiétude. Il attrape le coup sans effort, arrêtant l'assaillant avant qu'un véritable contact ne soit effectué. Sans même se retourner complètement, il rejette ce geste comme la même vieille absurdité. L'embuscade se révèle être un camarade aux cheveux violets qui loue Zhang Yan comme le meilleur élève de l'école, tant sur le plan académique que sur le terrain, pendant 3 années consécutives. Au lieu de l'hostilité, la réunion devient décontractée lorsque le nouveau venu lui lance un verre comme un vieil ami saluant un vieil rival. Marchant ensemble, le nouveau venu admet qu'il était à proximité lors du combat précédent et qu'il serait intervenu si Zhang Yan avait vraiment eu besoin d'aide. Il précise que Zhang Yan est le seul adversaire qu'il respecte vraiment, et que quelqu'un comme Yang Hongwei est invisible. Zhang Yan répond que la victoire précédente n'était même pas un combat sérieux. Cette remarque les ramène au point non solu de leur match de première année, suggérant une vieille rivalité qui compte encore. Un élève aux cheveux violets abandonne brusquement lors d'une confrontation, lève la main et se rend. La scène évolue vers une rivalité plus calme, où le garçon aux cheveux violets rappelle au protagoniste brun qu'il perd contre lui année après année. Le protagoniste réalise que son rival a aussi concouru pour la meilleure bourse de première année, mais qu'il n'en a plus besoin car il vient d'une famille aisée. Le rival nie que la richesse soit le problème et accuse plutôt le protagoniste d'être toujours trop impitoyable envers lui. Le protagoniste transforme cette histoire en défi, disant que s'il se retrouve au tournoi national des fraîchements, la reddition ne sera pas une option. Son rival rejette immédiatement l'idée de reculer et jure de l'écraser à la place. Leur ancienne compétition reprend vie alors que tous deux s'engagent silencieusement à se battre de toute leur force. Ils scellent cette rivalité renouvelée par un toast décontracté qu'Annette conserve avant de se séparer. Avant de partir, le rival remet 2000 livres et demande au protagoniste d'acheter un guide stratégique du loup tourbillon. Il s'éloigne en lui rappelant de ne pas oublier, laissant le protagoniste légèrement surpris par cette course. Le protagoniste accepte et le regarde descendre la rue bordée de cerises. Amusé, il décide de se souvenir de la faveur et de la rendre un jour à une bien plus grande échelle. Maintenant qu'il a enfin un peu d'argent, il commence à envisager de l'utiliser pour parcourir le marché noir. Il s'en va avec une anticipation grandissante, espérant trouver quelque chose de précieux. La ville laisse place à un quartier caché où le marché juridique s'efface dans un monde souterrain bien plus rude. Il entre dans la section la moins chère du marché noir, sachant que si la plupart des marchandises ici sont de la camelote, des trésors négligés peuvent encore apparaître. Confiant dans cette possibilité, il commence quand même à chercher. Parmi les étals, il trouve un vendeur d'armes exposant plusieurs lames usées à vendre. Une épée attire son attention car son statut la révèle comme la lame démoniaque, une arme de rang endommagée mais exceptionnellement puissante avec un effet spécial. Le vendeur annonce un prix élevé de 18 000, et le protagoniste juge immédiatement que c'est bien trop cher. Au lieu de poursuivre directement le prix coûteux, il pointe une épée en bronze bien moins chère et demande à propos de celle-ci. Le vendeur dit que la lame en bronze coûte 5 000 et n'a rien de spécial. Le protagoniste propose un marché, s'il peut réparer la lame démoniaque, le vendeur doit lui donner gratuitement l'épée de bronze. Le vendeur est surpris qu'un étudiant prétende qu'il peut faire des réparations. Pour prouver qu'il en a les moyens, le protagoniste active sa compétence de durabilité et se prépare à la tester sur l'arme endommagée. En se concentrant, il évalue calmement le risque et fait confiance à son propre jugement. Il réfléchit au fait que dans sa vie précédente, il avait déjà poussé cette compétence à un niveau absurde, bien au-delà de ce que les autres attendraient de son grade actuel. Le vendeur, toujours sceptique, demande à quelle classe et à quel rang appartient la compétence durabilité du protagoniste. Le protagoniste répond qu'il est un réparateur de classe artisan avec une compétence de rang F.
Cela ne semble pas impressionnant pour le vendeur, qui révèle qu'il est lui aussi de classe artisan, mais un forgeron de Randé. Brandissant la lame de Montfal, le vendeur avertit que même lui ne peut garantir de restaurer sa durabilité. Il explique qu'une fois la durabilité d'une arme à zéro, elle casse complètement, rendant la réparation bien plus difficile. La véritable restauration nécessite de percevoir la structure interne de l'arme et de reconstruire la magie qui circule à travers elle de l'intérieur. Confiant que l'élève échouera, le vendeur augmente les enjeux et dit que si la tentative de réparation aggrave la lame, le protagoniste lui devra les 18 000 au complet. Alors que l'affaire flotte dans l'air, les spectateurs à proximité commencent à prêter attention. Une fille aux cheveux violets confirme l'avertissement du vendeur, notant que même les professionnels de rang B de sa famille ne pouvaient pas facilement réparer la durabilité des armes. Ignorant le doute autour de lui, le protagoniste prend la lame de Montfal et dit à tout le monde de surveiller attentivement. Alors qu'il commence la réparation, il se rappelle comment, dans sa vie antérieure, il restaurait même des trésors de haut rang pour des personnes puissantes. Il se souvient que, bien que la plupart des réparateurs de rang F abandonnaient immédiatement, il a continué à affiner leurs compétences grâce à une pratique inlassable. Cette ancienne discipline devient désormais l'un de ses plus grands atouts dans cette nouvelle vie. Son pouvoir s'infiltre dans la structure interne de la lame, traçant et reconstruisant ses voies endommagées. En quelques instants, il traite l'arme de bas niveau comme s'il s'agissait d'un travail trivial et termine la restauration. La foule est stupéfaite qu'un étudiant ordinaire possède un savoir-faire aussi avancé. Même la fille aux cheveux violets, qui avait cru qu'il bluffait, réalise qu'il comprend vraiment la réparation. Le protagoniste rend l'arme et révèle le résultat, la durabilité de la lame démoniaque a été restaurée à son maximum. Le vendeur abandonne immédiatement son scepticisme, loue le talent du protagoniste et admet qu'il l'a jugé complètement à tort. Honorant l'accord sans hésiter, il remet avec enthousiasme l'épée de bronze comme promis. Le protagoniste l'accepte, prévoyant déjà de l'utiliser comme matériau de base pour une arme divine plus puissante. Son statut l'identifie comme une épée d'acier azur avec une attaque correcte mais une durabilité modérée. Il utilise ensuite sa capacité de modification d'arme pour la transformer, transformant l'épée d'azur en peau azur et commençant la création d'une arme pseudo-divine. Un souvenir de la force passée de Zhang Yan refait surface, rappelant comment il avait autrefois fendu les rangs ennemis encore et encore avec une force écrasante. De retour dans le présent, Zhang Yan réalise qu'il a enfin un moyen de gagner de l'argent sérieux, quelque chose dont il a urgemment besoin pour son avenir. Il pense à la fille encore prisonnière du deuil après la mort de leurs parents, incapable d'avancer alors qu'il porte seul ce fardeau. Même si elle cache un potentiel, il voit qu'elle est encore fragile, et il se rappelle qu'il doit payer à la fois les frais universitaires et ses frais de subsistance. Lorsqu'il entend quelqu'un appeler son nom et demander à être power-levelé, il reconnaît immédiatement une opportunité. La jeune fille se présente comme Yao Kexin, révèle qu'elle n'est que niveau 10 malgré une classe de soutien de rang S, et offre 50 000 si elle peut la monter de niveau. Zhang Yan accepte aussitôt, et son soulagement montre clairement qu'elle cherche quelqu'un capable de l'aider. Il peut à peine cacher sa satisfaction, ayant l'impression que l'argent lui est venu directement. Avant de partir, Yao Kexin décide soudain d'acheter la lame démoniaque qu'il avait envisagée. Le vendeur ambulant est stupéfait qu'elle soit prête à payer le plein prix de l'arme sans hésiter. Elle prouve qu'elle peut se le permettre immédiatement, choquant le vendeur par la facilité de son paiement. Submergé par une cliente aussi étonnamment riche, le vendeur l'adore presque en lui tendant la lame. Zhang Yan réalise qu'elle est vraiment riche, et que son apparence coûteuse n'était pas qu'une façade. Elle teste l'épée et se prépare à la lui remettre, tandis que même le vendeur prend ce moment comme un spectacle. Zhang Yan voit rapidement la valeur plus profonde de cet arrangement, la montée de niveau pourrait aussi lui permettre de bénéficier de ses capacités de soutien et de se dépasser encore plus. Yao Kexin offre l'arme nouvellement achetée à Zhang Yan en cadeau pour leur première rencontre, espérant nerveusement qu'il l'acceptera. Il est pris au dépourvu par sa générosité et son délicatesse, réalisant que cette fille riche est bien plus attentionnée qu'il ne l'aurait cru. Zhang Yan accepte le cadeau, et l'échange règle leur partenariat sur des conditions étonnamment chaleureuses. Alors qu'elle note joyeusement qu'il aime ça, Zhang Yan reconnaît que sa classe de soutien de rang S pourrait être encore plus précieuse que son argent. Ne voulant pas perdre de temps, Zhang Yan l'emmène immédiatement à la base d'entraînement des débutants pour qu'il commence à monter de niveau. Ils arrivent à la base d'entraînement des débutants, où les débutants construisent normalement leur première vraie expérience de combat. À l'intérieur, Zhang Yan déchire les monstres à une telle vitesse que le niveau de Yao Kexin monte à plusieurs reprises rien qu'en le suivant. Il bat sans cesse des records de temps clair en la portant vers le haut, transformant la course en une démonstration publique d'une efficacité absurde. Leur performance attire l'attention dans toute l'installation, signalant qu'un nouveau record vient de tomber. Les autres stagiaires sont stupéfaits que Zhang Yan ait battu un autre record et encore plus intrigués qu'il ait amené une fille avec lui. Dès qu'ils entendent son nom de famille, ils commencent à soupçonner qu'elle appartient à la puissante famille Yao. Ce soupçon se transforme en admiration lorsqu'il la relie à l'un des 10 présidents de l'association des marchands, dont le nom de famille est Yao. Après la course, Yao Kexin est épuisé par la rapidité avec laquelle il l'a poussé vers le haut et se demande s'il devrait s'arrêter avant de continuer. Zhang Yan la rassure en lui disant que marcher suffira à récupérer, tandis que son propre niveau a aussi fortement augmenté au fil du processus. Avec un soutien de rang S désormais à ses côtés, Zhang Yan décide de tenter un défi bien plus dangereux que le contenu ordinaire des débutants.
Il vise la base des sangliers de Netherflamme, la seule zone de débutants classée en danger de classe C et entièrement centrée autour d'un seul boss. Il se dirige vers la base restreinte, entrant dans un environnement bien plus sérieux que le terrain d'entraînement. Les gardes l'avertissent que, bien qu'il ait battu des records ailleurs, cette base est bien plus meurtrière que les autres. Zhang Yan refuse de reculer, arguant que les vraies opportunités ne viennent que pour ceux qui sont prêts à prendre de vrais risques. Yao Kexin est nerveuse, mais Zhang Yan est encore plus déterminé car son rare soutien lui donne une chance qu'il n'aura peut-être jamais. Voyant qu'il ne se laissera pas dissuader, les gardes s'écartent et les renvoient avec de vœux méfiants. Zhang Yan accepte la bénédiction avec nonchalance et conduit Yao Kexin en avant comme si ce danger était exactement ce qu'il était venu chercher. À l'intérieur de cette forêt inquiétante, Yao Kexin est troublé par l'absence totale de monstres ordinaires. Zhang Yan explique que cette base ne contient aucun ennemi ordinaire car tout tourne autour d'un seul boss. La prise de conscience qu'ils affrontent un boss isolé dès le départ laisse Yao Kexin visiblement bouleversé. Zhang Yan sent la menace la première et la prévient que la créature approche déjà. Un énorme sanglier démoniaque émerge de la pénombre, sa présence confirmant qu'ils sont entrés dans une véritable arène de boss. Au lieu de la peur, Zhang Yan ressent de l'excitation, voyant le monstre dangereux comme l'adversaire digne qu'il voulait. Le sanglier des flammes du néant répond par une charge furieuse, indiquant clairement qu'il compte les écraser immédiatement. Zhang Yan l'identifie comme le roi sanglier Netherflamme de niveau 15, une bête démoniaque rare dont le corps porte un feu infernal destructeur. Sachant que le combat sera brutal, il ordonne à Yao Kexin de continuer à le soigner avec la lumière sacrée pendant qu'il prend la première ligne. Alors qu'il se précipite, Zhang Yan se rappelle la règle clé pour combattre les monstres puissants, ne jamais abandonner le tempo. Il s'engage à frapper le premier, transformant son mouvement d'ouverture en début d'attaque décisive. Grâce à la vitesse, à la gravité et à la rotation de son saut, il vise une entaille meurtrière directement dans le cou du roi sanglier. Le roi sanglier se précipite en rugissant, et l'affrontement est sur le point de décider si le pari de Zhang Yan était du génie ou un suicide. Le roi des sangliers bondit soudainement, ruinant la chance de Zhang Yan d'en finir avec une décapitation propre. Il réalise immédiatement que le monstre est plus intelligent que prévu et a évité le tir fatal évident. Alors que la bête flotte dans les airs, il décide d'exploiter cet instant en modifiant le nom de son arme si subtilement que Yao Kexin ne le remarquera pas. Il se concentre sur la modification avec une confiance totale. Le changement s'installe, transformant son épée en acier cyan ordinaire en une variante plus puissante destinée à contourner les défenses du sanglier. Ce qu'il crée n'est qu'une imitation d'une arme divine, mais cela gagne tout de même assez de puissance, de pénétration et d'effet de tranche pour que cela compte. Zhang Yan sait qu'il ne peut pas vraiment recréer une arme de niveau divin à partir de rien, pourtant cette copie imparfaite est déjà largement suffisante. Armé de la lame améliorée, il attaque en sachant qu'elle porte désormais exactement les traits nécessaires pour briser l'impasse. Avec le sanglier toujours exposé, il saisit l'élan et prend l'avantage pour lui-même. Son coup arrache une des défenses du monstre et l'écrase au sol. Le roi sanglier vacille de douleur et de fureur alors que Yao Kexin assiste à ce retournement soudain. Zhang Yan décide rapidement de remettre l'arme en place avant de remarquer quoi que ce soit de suspect concernant son pouvoir. Yao Kexin est stupéfaite qu'une arme de rang E puisse trancher la défense la plus coriace du roi sanglier d'un seul coup. Elle conclut que cet exploit aurait dû être impossible pour l'arme seule et doit être dû à la force de Zhang Yan. À ses yeux, seule une puissance personnelle écrasante pouvait permettre à un chasseur double de rang F de briser aussi complètement les défenses d'un monstre. Zhang Yan remarque qu'elle s'enfonce dans le mystère mais décide qu'il n'y a pas le temps d'expliquer. À la place, il lui ordonne de lancer la lumière sacrée afin d'éviter de lui voler son expérience lors du prochain coup. Elle accepte immédiatement le rappel et commence à canaliser le sort de soutien. Alors que des ailes lumineuses s'envolent à ses côtés, Zhang Yan se prépare à mettre fin au combat contre le roi sanglier. Baigné dans cette lueur, il réalise que sa capacité de modification peut aussi être utilisée instantanément en combat comme nouvelle méthode d'attaque. Il commence à planifier une seconde modification, se demandant comment modifier le nom du sabre de Monfal sans causer de problème. Après avoir envisagé des changements plus risqués, il décide de ne pas tenter sa chance avec une modification instable qui pourrait échouer ou se retourner contre lui. Avant qu'il ne puisse agir, le roi sanglier libère son habileté innée, charge sauvage du feu du Nether, et se précipite enveloppé d'une violente flamme bleue. Zhang Yan accueille favorablement le timing, décidant que cet échange final réglera la bataille. Le monstre fonce sur lui comme une vague de feu destructeur. Il choisit l'ajustement le plus sûr possible, décidant d'affaiblir la charge elle-même plutôt que de tenter un changement de nom plus dangereux. Pour empêcher Yao Kexin de voir ce qu'il s'apprête à faire, il lui dit calmement de fermer les yeux. Elle est confuse par la demande et demande ce qui ne va pas. Il insiste sur le fait qu'elle fera mieux de ne pas assister à l'instant suivant, et elle obéit à contre-cœur malgré la crainte que ce soit macabre. Le sanglier presque sur lui, Zhang Yan lève la main vers la compétence qui arrive. Il active modifier et transforme la charge sauvage du feu du Nether en charge douce du feu du Nether. La modification réussit, et la ruée terrifiante ralentit instantanément pour devenir une version inoffensive et lourde d'elle-même. Voyant son ouverture, Zhang Yan redonne au sanglier son nom d'origine et s'engage dans le coup de grâce. Son coup d'épée traverse l'espace en une ligne décisive unique. Le roi sanglier est abattu avant de pouvoir se remettre de la charge sabotée. Les récompenses de meurtre arrivent d'un coup, et Zhang Yan monte de niveau grâce à la victoire.
Yao Kexin acquiert également de l'expérience et est choqué de sauter de 2 niveaux d'un seul combat. Alors qu'il s'approche d'elle, Zhang Yan réfléchit que la faire fermer les yeux était simplement pour protéger le secret de sa capacité de modification. Il la juge également obéissante, en bonne santé et capable de guérison, faisant d'elle une alliée précieuse à retenir pour les futurs donjons. Il lui dit qu'elle peut maintenant ouvrir les yeux et l'informe que la commission de nivellement pour laquelle elle l'a engagée est terminée. Elle ouvre lentement les yeux, toujours incertaine de ce qu'elle va découvrir. Lorsqu'elle voit le roi sanglier mort dans une mare de sang, la réalité finit par s'imposer. Elle est bouleversée que Zhang Yan ait tué un monstre aussi puissant tout seul. Zhang Yan considère cela comme une affaire réglée et suggère de partir maintenant que la mission est terminée. En le regardant, Yao Kexin est encore plus impressionné, le voyant comme talentueux, gentil et respectueux de ses accords. Avant qu'il ne puisse partir, elle l'arrête et lui demande d'attendre. Elle offre le paiement promis ainsi qu'un cadeau supplémentaire en signe de gratitude. En voyant l'objet, Zhang Yan est surprise de réaliser qu'elle présente un anneau spatial. Il le reconnaît comme un trésor de stockage extrêmement rare, forgé à partir de cristaux infusés et d'une valeur énorme. Parce que le cadeau est bien trop précieux, Zhang Yan refuse de l'accepter malgré sa conscience de son extraordinaire. La fille aux cheveux violets insiste sur le fait qu'il mérite plus qu'un simple merci pour l'avoir aidé à gagner 10 niveaux supplémentaires et lui offre une récompense. Réalisant que l'objet qu'elle lui présente sera utile pour le voyage de montée de niveau qu'il prévoit de faire en pleine nature, il envisage sérieusement de l'accepter. Il accepte de prendre la récompense. Pour régler la dette à ses propres conditions, il promet que tant que cela ne viole pas ses principes, il lui accordera une faveur inconditionnelle à l'avenir. Une fois cet échange terminé, il suggère qu'ils s'arrêtent pour la journée et continuent en sortant ensemble pour se niveler plus tard, et elle accepte volontiers. L'attention se porte sur le classement des premières années à l'échelle de la ville, où la compétition de cette année est décrite comme exceptionnellement féroce, avec des élèves d'élite des grandes écoles occupant les premières places. Même s'il occupe actuellement la première place, il sait que le plomb est fragile et que les personnes derrière lui vont bientôt commencer à se rapprocher. Il se compare à des prodiges célèbres comme Yu Feng, un élève de premier plan à l'épée dont la réputation domine déjà à la fois les études et le combat. Il compte aussi parmi les rivaux des spécialistes dangereux comme Zhang Hong et Lu Yuan. Voyant à quel point ils sont redoutables, il accepte que s'il veut devenir numéro 1 du top 100 de Naron City, chacun d'eux finira par se mettre en travers de son chemin. Au lieu de craindre ce défi, il attend avec impatience le jour où il pourra tous les affronter. Mais avant de poursuivre ses ambitions, ses pensées se tournent vers la question non résolue qui le pèse le plus, sa famille. Il décide que la première chose qu'il doit faire est de rentrer chez lui. Il se souvient que dans sa vie précédente, il s'est laissé exploiter par les autres et a laissé sa sœur cadette lutter seule, un regret qu'il est déterminé à corriger après sa réincarnation. Alors il se sépare de la fille et s'éloigne, laissant leur prochaine rencontre pour une autre fois. En revenant dans le quartier, il réfléchit que, bien qu'un jour il devienne un puissant guerrier éveillé, quelque chose de plus urgent l'attend désormais. Cette préoccupation urgente est Zhang Yao, la sœur qu'il a échouée auparavant et qu'il compte maintenant protéger. Il rentre chez lui et la trouve là-bas. Zhang Yao le salue doucement et lui annonce que le dîner est prêt, son attitude renfermée montrant clairement à quel point elle a changé. Il réfléchit au fait que depuis la mort de leurs parents dans la faille démoniaque, elle vit dans cet état émotionnellement distant. Les frères et sœurs s'assoient pour manger dans un silence tendu façonné par des années de perte. Il se souvient qu'elle était vive et heureuse quand leurs parents étaient encore en vie. Leur mort a brisé cette vie plus heureuse et laissé de profondes cicatrices sur elle. Au milieu du dîner, elle révèle brusquement qu'elle a décidé d'arrêter l'école. L'annonce le prend au dépourvu, et il exige immédiatement de savoir pourquoi. Il souligne qu'elle fréquente un lycée solide et a d'excellentes notes tant en académique qu'en combat, donc abandonner l'école n'a aucun sens en surface. Elle admet avoir vu qu'il était premier parmi les freshmen de Naron City. Elle lui dit qu'elle a toujours cru qu'il deviendrait un jour un puissant combattant éveillé et protégerait le monde. Mais elle dit aussi que son propre avenir ne semble plus prometteur, malgré ses notes correctes. Elle affirme qu'elle préférerait quitter l'école plus tôt, commencer à travailler et aider à subvenir aux besoins de leur foyer plutôt que de continuer à étudier. Il refuse d'accepter cette explication et la presse de lui dire la vraie raison. Avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un arrive à la porte. Le visiteur est l'oncle Kuan, qui interrompt maladroitement leur conversation tendue. Sentant le mauvais timing, il hésite et propose de revenir plus tard. Au lieu de cela, il avoue que sa société de prêt est en difficulté et qu'il n'est venu que parce qu'il est lui-même désespéré. Le frère le reconnaît comme le propriétaire de la société de microcrédit La Kuan Emergency Loans, auprès de laquelle lui et sa sœur ont emprunté de l'argent pour survivre ces 2 dernières années. Lorsqu'il apprend que l'oncle Kuan est déjà venu une fois plus tôt dans la journée, il comprend immédiatement que la décision de sa sœur d'abandonner l'école est liée à leur dette. Il réalise qu'elle a vu son rang de premier plan mais aussi que leur famille n'a aucun revenu, et qu'elle a choisi de sacrifier son propre avenir plutôt que d'ajouter à son fardeau. Il comprend qu'elle essaie de rembourser ses années de sacrifice en renonçant à sa chance d'aller à l'université pour lui. Se tournant vers l'oncle Kuan, il demande exactement combien la famille doit après 2 ans d'emprunt. La réponse est un peu plus de 43 000, sans compter l'intérêt, et l'oncle Kuan admet qu'il sait que les frères et sœurs ont du mal. Le frère produit immédiatement 50 000, assez pour couvrir le capital et le montant supplémentaire comme intérêt, surprenant le prêteur.
Sa sœur est tout aussi choquée et exige de savoir d'où il a trouvé une somme aussi importante. Il décide de retenir son explication pour le moment car un étranger est toujours présent. Oncle Kuan ne peut que fixer, pris au dépourvu par ce retournement soudain. Après avoir pris l'argent, l'oncle Kuan s'en va, leur disant de le contacter à nouveau s'ils ont besoin d'aide. Une fois la porte refermée, la sœur commence à parler à travers ses émotions, toujours hantée par la peur que les problèmes financiers de ce mois-ci aient dévasté leurs parents décédés. Il la rassure doucement en posant une main sur sa tête et en lui disant qu'il a gagné cet argent par ses propres capacités. Il explique qu'il est désormais premier dans le top 100 des premières années de la ville et que l'école lui a remis un important prix en argent, donc elle n'a plus à porter seule le fardeau de la famille. Il fait sa promesse claire, elle ne doit pas sacrifier son avenir pour lui, car il la soutiendra tout au long de ses études. Sa sœur réalise qu'il a vu clair dans ses inquiétudes et s'adresse à lui avec une incertitude tremblante. Jeanne Yan la rassure en lui disant que l'argent n'est pas le problème et qu'il a déjà trouvé un moyen de financer sa chance de devenir plus forte. Il l'encourage à se concentrer entièrement sur ses études et son entraînement, car la pression liée à sa réputation ne fera que grandir. Il lui rappelle qu'en tant que sœur du plus grand génie de la ville de Nanron, elle doit être assez forte pour tenir debout seule. Submergée par ses attentes et son soutien, elle a du mal à retenir ses larmes. Elle se jette dans ses bras et jure de ne pas faire honte à la famille Jeanne. La tenant dans ses bras, Jeanne Yan décide discrètement de trouver un moyen de gagner de l'argent tout en montant de niveau assez vite pour décrocher le titre de recrue numéro 1 de Nanron. Il décide que sa meilleure chance se trouve dans la dangereuse nature sauvage à l'extérieur de la ville, où un endroit appelé la vallée du dragon empoisonné pourrait lui offrir la percée dont il a besoin. Il identifie la vallée du dragon empoisonné comme un terrain de chasse à haut risque, rempli de monstres et d'opportunités de monter en niveau rapide. Les rumeurs d'une bête magique rare de type dragon là-bas le convainquent que la vallée pourrait aussi donner une réelle valeur à son talent d'artisanat autrement inutile. S'il parvient à obtenir les bons matériaux, il pense pouvoir créer un puissant assistant. Il voit aussi un autre avantage, la vallée pourrait contenir des cristaux magiques qu'il peut vendre contre de l'argent. Avec son plan en place, Jeanne Yan décide de partir dès le lendemain et de faire de la vallée du dragon empoisonné son premier pas vers la conquête du monde des failles démoniaques. Il arrive à la station de failles démoniaques de Nanron, où la porte de la ville vers la faille s'ouvre devant lui. Sachant qu'il doit traverser la cité de la faille pour atteindre la nature sauvage, il s'y dirige en s'attendant à ce que l'endroit soit bondé. La narration explique que la cité de la faille de Nanron existe à part de la ville réelle, séparée par un seul passage spatial. Il sert de principale base avancée de l'humanité contre les invasions démoniaques. Jeanne Yan note que la cité de la faille est gouvernée par deux puissants exaltés, des figures auxquelles il a dû céder la faille dans sa vie précédente. Autour de lui, des combattants éveillés préparent un équipement coûteux avant de partir, montrant à quel point tout le monde prend la survie au sérieux ici. Comparé à leur équipement, la bague de rangement de Jeanne Yan et ses vêtements civils le font paraître ridiculement mal préparés, et il l'admet lui-même. Il se dirige vers la porte et, prenant le chemin le plus rapide vers la vallée du dragon empoisonné sous le ciel rouge sang de la faille. Il se souvient que parmi les zones voisines, la vallée du dragon empoisonné est relativement sûre, avec des monstres principalement entre le niveau 13 et 18. Cela en fait la zone idéale pour grinder pour sa force actuelle. Au point de contrôle, il présente sa carte d'étudiant, s'identifiant comme Jeanne Yan, un seigneur et bricoleur de profession. Un garde est stupéfait qu'un simple éveillé de rang FW veuille entrer dans la vallée du dragon empoisonné et avertit que la nature tue les personnes non préparées. Jeanne Yan le remercie de son inquiétude mais promet calmement qu'il reviendra vivant. Le garde ne supporte pas de voir un adolescent gâcher sa vie et décide de l'en empêcher. Convaincu qu'une vie éveillée faible mérite d'être sauvée, le garde se précipite pour le maîtriser. Jeanne Yan passe la prise avec une rapidité sans effort. Le garde est choqué que le garçon ait pu l'éviter, surtout qu'il est lui-même niveau 30. Un autre soldat reconnaît Jeanne Yan comme l'élève qui a comblé le manque de profession et établi un nouveau record de base d'entraînement pour débutants. Alors qu'il le regarde partir, les soldats le relient à de nombreuses rumeurs et ne comprennent pas comment quelqu'un avec des grades aussi faibles peut être aussi capable. Leur confusion persiste alors que Jeanne Yan continue sans se retourner. Il entre dans la vallée du dragon empoisonné, s'enfonçant dans son paysage toxique et surnaturel. Dans la vallée, il prépare immédiatement des pilules antidotes, sachant que l'air toxique les rend indispensables. Comme les pilules sont chères et ne durent que 3 heures, il en avale une en se rappelant que chaque seconde compte maintenant qu'il est fauché. Bientôt, une meute de lézards aux ailes empoisonnées de niveau 13 se rude sur lui. Au lieu de battre en retraite, Jeanne Yan accueille favorablement l'attaque. Il tranche les lézards en un éclair, gagnant rapidement de l'expérience à chaque meurtre. Voyant que les monstres arrivants sont encore trop faibles pour le satisfaire, il continue de s'enfoncer tandis que la nature continue d'envoyer de nouvelles proies. Décidant d'accélérer le grain, il active sa capacité de modifier. La puissance s'accumule dans son arme alors qu'il avance à travers la forêt empoisonnée avec une confiance croissante. Son épée en acier cyan est améliorée avec succès, lui donnant une lame plus puissante pour la chasse à venir. Avec l'épée améliorée, il déchire des essaims de bêtes et monte au niveau 16. Il poursuit le massacre contre les crapauds vénéneux charognards et les charogne-souris du miasme, portant son niveau à 18. Après la montée rapide, il s'arrête enfin pour se reposer et boire, vérifiant ses progrès avec satisfaction. Mais quand aucun cristal magique n'est tombé malgré tous les meurtres, son humeur se dégrade et il maudit sa terrible malchance.
Une voix soudaine l'interrompt en lui demandant s'il a tué tous ceux qui se trouvent dans la zone. Zhang Yan se retourne et voit deux nouveaux arrivants approcher par le sentier forestier. L'un d'eux est identifié comme Gal Assassin, un célèbre élève de rang réveillé au lycée numéro 1 de Nanron et l'une des futures stars de la famille Lu. Dans la forêt envahie de miasmes, un homme hostile tente de provoquer le compagnon de Zhang Yan et se moque du bretteur silencieux à ses côtés. Zhang Yan se retourne pour partir avec l'épéiste, montrant clairement qu'il ne doit rien à ces hommes. L'agresseur proteste que Zhang Yan est trop important pour partir avec un disciple inconnu. Le bretteur révèle calmement qu'il connaît l'identité de Zhang Yan et refuse toujours d'être recruté dans leur groupe. Il les rejette d'emblée et s'éloigne, considérant leur offre et leur arrogance comme indignes de lui. Laissé derrière, l'homme en colère se plaint à Zhang Yan que l'étranger aurait dû apprendre une leçon. Zhang Yan juge plutôt le garçon impressionnant, notant qu'une personne de son rang inférieur n'aurait pas dû survivre ici seule. L'autre homme jure de se venger, promettant d'humilier l'épéiste la prochaine fois qu'ils se verront. Pendant ce temps, le sabreur s'enfonce plus profondément dans la forêt, déterminé à tuer suffisamment de démons de miasme avant que le temps ne soit écoulé. Une heure passe alors qu'il fouille la zone sans trouver la rare proie qu'il désire le plus. Il devient impatient, frustré qu'aucun monstre précieux ne soit apparu. Il se souvient de rumeurs sur une puissante bête démoniaque de type dragon dans la zone, mais jusqu'à présent il n'en a trouvé aucun signe. Avant qu'il ne puisse continuer à chercher, une créature cachée se précipite sur lui sur le côté. Il évite de justesse l'embuscade et réalise qu'il est attaqué. En contre-attaquant avec son épée, il trouve la petite créature violette plus résistante qu'elle n'en a l'air. Sa peau résiste à l'épée à l'écaille de cyan, le forçant à reconnaître sa défense exceptionnellement élevée. La créature gonfle soudainement et prend une forme beaucoup plus grande. Sa transformation s'achève lorsque son corps s'écrase et se stabilise pour le combat. Une évaluation du système l'identifie comme le roi démon crapaud de miasma, un boss de niveau 20 avec une peau mutée, un énorme piège à langue et du venin. Plutôt que de battre en retraite, il est ravi d'avoir enfin trouvé un boss qui vaut la peine d'être tué pour un cristal de mana. Le roi crapaud commence avec son piège à la langue géante, la fouettant comme une attaque de capture. De multiples coups de langue fouettent l'air si rapidement qu'il est contraint de se mettre sur la défensive. Même en esquivant, il élabore un contre et décide d'utiliser sa capacité de modifier sur la compétence du monstre. Il active et modifie et réécrit Giant Tongue Snarl en Giant Tongue Snarl, perturbant ainsi la fonction de l'attaque. Le boss momentanément déstabilisé, il saisit l'ouverture et tente de le tuer. Il s'auto et abat son épée de toute force vers la tête du roi crapaud. La lame atterrit proprement, mais l'impact ne fait que projeter des étincelles au lieu de la traverser. Il réalise, choqué, que même cette ouverture ne suffit pas à percer la défense du boss. Le roi crapaud réagit en activant la peau de crapaud muté, durcissant encore davantage son corps. En même temps, sa modification expire car le niveau de la cible est trop élevé, ruinant son timing. Il reconnaît l'inconvénient d'utiliser modifié sur des ennemis plus forts, la durée de l'effet est trop courte et peut échouer complètement. Le boss riposte immédiatement avec une autre attaque de langue avant qu'il ne puisse se reprendre. Il évite de justesse d'être pris, mais la pression ne lui laisse aucun chemin sur vers la victoire. N'ayant pas de voie conventionnelle, il décide de tout risquer sur un pari désespéré. Il utilise sa capacité de modification contre sa propre arme, le sabre de Monfal. L'épée commence à se transformer sous le pouvoir instable. Modifié force l'arme à prendre une nouvelle forme appelée sabre du roi démon. Une énergie rouge et violente l'engloutit alors que la lame modifiée manifeste une puissance écrasante et dangereuse. L'arme elle-même semble vivante et hostile, identifiée comme une lame de classe roi berserk dotée d'une force destructrice terrifiante. Il sent immédiatement que la modification a mal tourné, mais sentant, il décide de finir le boss avant que la lame ne le consume. Il déchaîne l'épée transformée dans un seul coup total contre le roi crapaud. Le coup finit par traverser le boss et l'écraser au sol. La victoire a un coût élevé, et il tombe à genoux alors que l'attaque draine presque toute son endurance. À peine capable de respirer, il lutte pour rester conscient après cette frappe épuisante. Pire encore, la lame du roi démon commence à fusionner avec son corps, répandant sa corruption dans son bras. Pris de panique, il tente à nouveau d'utiliser modification pour l'arrêter, luttant contre la prise de contrôle de l'arme. Sa force lâche avant qu'il ne puisse finir, et il s'effondre à plat sur le sol. Il réalise qu'il est complètement épuisé et ne peut plus activer modifier. La lame révèle alors sa propre volonté, reconnaissant qu'il est humain et déclarant que l'emprunt du pouvoir d'un roi a un prix. Alors que la véritable force démoniaque de l'arme l'entoure, elle commence à dévorer ses dernières forces et l'avertit qu'il est loin d'être capable de la contrôler. Le jeune homme endure sans panique l'influence corrosive de la lame, car il s'attendait déjà à ce retour de flamme. Il reconnaît l'arme comme une autre arme du roi démon et y impose sa volonté à travers sa main marquée de sang. Il enfonce l'épée dans le noyau du roi crapaud démon avant qu'il ne puisse finir de lui résister. Le coup déclenche une violente vague de puissance rouge alors que l'arme déchire la conscience du monstre. Cette éruption se propage sur le champ de bataille, montrant que la lame a pleinement pris possession de sa cible. La conscience du roi démon est submergée, et l'érosion de l'arme sur lui cesse une fois l'esprit ennemi écrasé. Quand le pouvoir se stabilise, il reste à genoux, l'épée désormais maîtrisée à ses côtés. Reprenant son souffle, il se rappelle qu'avoir percé l'esprit d'un roi démon dans la lame avait arrêté la corrosion auparavant. Il décide qu'une fois son endurance revenue, il pourra redonner le nom de l'arme et mettre fin au danger. Cette conclusion correspond à une expérience similaire de sa vie précédente,
Il fait donc confiance à son jugement. Il se souvient que la présence descendante derrière les rois démons lui avait autrefois semblé une calamité au-delà des mondes ordinaires. Parce qu'il a déjà affronté ce genre de crise, il comprend que s'attaquer à la conscience à l'intérieur de l'arme est la clé pour la maîtriser. En regardant les conséquences, il se demande si ces êtres terrifiants sont envoyés depuis une faille dimensionnelle. Cette pensée s'approfondit en une possibilité plus sombre que les rois démons viennent d'un monde encore plus terrifiant. Il interrompt les spéculations et devient pratique, décidant qu'il est temps de rassembler le butin. Grâce à sa capacité de modification, il restaure la lame du roi démon à sa forme originale et l'exhorte à ne pas le décevoir. Sa recherche porte immédiatement ses fruits lorsqu'il trouve un cristal magique de boss niveau 20. Conscient que sa valeur marchande est énorme, il est ravi de tout ce qu'il a à gagner. Il commence également à collecter le cadavre du roi crapaud démon et les restes du monstre précédent comme matériaux précieux. Plutôt que de les vendre à bas prix par les canaux officiels, il prévoit de les faire passer par le marché noir clandestin de la ville de Nanron pour en obtenir un meilleur retour. Ce n'est qu'après le pillage qu'il se souvient que le kill a peut-être fait monter son niveau. Le système confirme qu'il a atteint le niveau 20, et il est agréablement surpris par ce saut soudain. Il envisage brièvement d'exploiter le cycle d'invocation et de soumission pour farmer sur place. Mais il s'imagine immédiatement perdre à nouveau le contrôle et entraîner toute la ville de Nanron dans le désastre avec lui. Il rejette l'idée et décide que le risque est trop grand. Au lieu de cela, il se concentre sur la récompense d'avoir atteint un nouveau seuil de 10 niveaux, des compétences innées fraîches. Le système lui accorde des montages, qui décomposent des objets de bas niveau pour obtenir des matériaux doublant les récompenses, et l'immunité contre les nuisibles, une compétence d'agriculteur qui protège les cultures des nuisibles. Il trouve cette combinaison étonnamment utile, surtout parce que Disassembly a un potentiel clair de gain lucratif. Même l'apparemment humble immunité contre les nuisibles l'impressionne comme une compétence utilitaire salvatrice malgré ses restrictions. Satisfait des acquis, il décide de quitter la forêt et de rentrer. Avant d'aller loin, il remarque quelqu'un tapis au-dessus parmi les arbres. Il reconnaît le veilleur comme le sbire de Liu Yuan et s'interroge immédiatement sur la raison de cet homme. L'assassin se révèle avec 2 dagues jumelles, affirmant avoir enfin coincé le supposé faible. Il s'élance des branches pour commencer l'embuscade. Boosté par une compétence de vitesse d'assassin, l'attaquant fonce confiant de pouvoir donner une leçon à sa cible. Le protagoniste lit calmement l'accusation et est presque amusé qu'un assassin de rang F pense que la vitesse seule décidera de cela. Il répond d'une unique tranche nette qui tranche l'attaque avant qu'elle ne touche. L'échange se termine si vite que l'assassin est projeté sans comprendre ce qui s'est passé. Il s'effondre, gravement blessé, le sang coulant de la blessure à la poitrine laissée par la contre-attaque. Secoué, l'assassin ne comprend pas comment sa cible a pu aller plus vite qu'elle. Le protagoniste s'approche avec l'épée sur l'épaule, et l'assaillant réalise trop tard que ce soi-disant déchet porte une arme bien supérieure. Il explique que la classe de combat seule ne rend pas quelqu'un invincible, car l'entraînement, la conscience du combat et les différences de niveau façonnent la vraie force. D'en haut de l'homme tombé, il précise que l'assassin n'a jamais été qualifié pour le défier en premier lieu. Il ajoute que si le maître de l'homme était venu à sa place, cela aurait peut-être mérité son attention. Une intention meurtrière soudaine l'interrompt alors qu'une nouvelle présence se rapproche derrière lui. Il attrape le projectile en forme de feuille qui arrive et note sèchement que la personne qu'il vient de mentionner est arrivée. Liu Yuan lui-même irrupte dans le combat, frappant d'un puissant coup de pied et d'une lame dans une seule attaque fluide. Leurs armes se rencontrent, et Liu Yuan reconnaît froidement la qualité de l'épée de son adversaire. Le protagoniste répond de la même manière, reconnaissant que la lame de Liu Yuan est également redoutable. Les deux sont déstabilisés par l'affrontement, marquant le début d'un duel bien plus sérieux. Un étudiant de première année aux cheveux bleus défie le premier année classé de l'académie et demande à voir sa force de première main. Le garçon le mieux classé interprète immédiatement le défi comme du ressentiment face au classement et l'accepte avec assurance. Il augmente les enjeux en proposant que le perdant rende son arme, transformant le duel en une épreuve de fierté et de ressources. Le challenger accepte immédiatement et active Gal Cloak, s'entourant de pouvoirs de vent et d'accélération. Son adversaire est satisfait du pari, imaginant déjà prendre la lame du challenger. S'appuyant sur une classe conçue pour la vitesse, le garçon aux cheveux bleus s'engage à le submerger avant que quoi que ce soit d'autre n'ait d'importance. Il lance une rafale aveuglante de coups, tentant de mettre fin au combat par sa seule vitesse. Le fraîchement classé numéro 1 est contraint de reconnaître que la vitesse d'attaque dépasse largement ce qu'il attendait d'une classe de combat de rang F. Même depuis la touche, un spectateur blessé presse le favori de finir rapidement le combat. Mais le garçon en tête du classement reste calme, jugeant que la vitesse seule ne suffit toujours pas à le battre. Le challenger mise tout sur un coup décisif, convaincu qu'un coup net réglera le duel. Au lieu de cela, son adversaire attrape l'attaque au moment critique et prend le contrôle de l'échange. Le garçon aux cheveux bleus réalise trop tard que sa précipitation s'est retournée contre lui. D'un contre brutal, le fraîchement classé en tête arrache le poignard de sa main et déclare le résultat décidé. Le challenger comprend que son adversaire n'a jamais essayé de le rivaliser en vitesse et comprend enfin pourquoi ce garçon est en tête des freshmen de Nanron City. Plutôt que de désespérer, il devient plus intéressé, heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui valait la peine de le tester. Le garçon classé en tête profite de l'avantage et avertit que si le challenger ne survit pas à ce prochain échange, il perdra définitivement. Tenant le poignard capturé,
il loue l'instinct du challenger d'avoir abandonné son arme avant d'être complètement piégé. Il admire ouvertement le sens du combat du garçon aux cheveux bleus, le traitant comme un adversaire digne plutôt qu'une plaisanterie. Pourtant, il souligne le problème évident, désarmé, le challenger ne devrait pas avoir moyen de continuer. Le challenger répond en révélant qu'il garde plusieurs copies de la même dague en stockage et en invoque de nouvelles dans ses mains. Ce rappel fait rappeler à son adversaire qu'il vient de la riche et prestigieuse famille Lu. Le garçon le mieux classé rejette le coup des armes de Rambé comme étant anodin pour lui et se concentre à nouveau sur la victoire. Le challenger dévoile alors une technique que personne d'autre dans leur année n'a jamais vue. Il admet avoir pensé que cette compétence serait réservée à affronter le célèbre saint de l'épée, mais il décide maintenant que cet adversaire en est digne. Il libère Gal Sanding Slash, envoyant des lames de vent destructrices renforcées par son habileté innée. Le premier arc large force le fraîchement classé à esquiver au lieu de s'affronter directement. En courant, il réalise à quel point une compétence innée amplifie une classe de combat en vrai combat. Avec plusieurs lames de vent fendant la zone, il reconnaît que la puissance offensive brute de son adversaire est monstrueuse. Il remarque aussi la faiblesse, ses attaques à distance sont plus lentes que les combats rapprochés du challenger et consomment probablement beaucoup d'endurance. Il décide donc de se cacher, d'attendre une ouverture, et de tenter un meurtre décisif car il ne peut toujours pas révéler sa véritable compétence innée. Le challenger se faufile parmi les arbres, chassant prudemment, dague dégainée. Il réalise rapidement que son adversaire a disparu volontairement et considère cette décision comme une retraite tactique intelligente. Pour le débusquer, il déchaîne d'autres coups de rafale dans les environs. Il détruit délibérément les cachettes et provoque son adversaire pour avoir perdu l'avantage du terrain. Les lames de vent déchirent la forêt en larges et dévastatrices rafales. Lorsque l'attaque prend fin, le champ de bataille est laissé nu et exposé. Le challenger est surpris de constater que son adversaire a complètement disparu au lieu d'être forcé de partir. Cette incertitude se transforme en alarme lorsqu'il sent le danger trop tard. Il se jette sur une ombre, pensant avoir trouvé l'attaquant caché. Mais il ne fait qu'abattre une souche d'arbre, réalisant qu'il a été appâté par le terrain lui-même. Cette erreur le laisse exposé à la véritable attaque. Le fraîchement classé numéro 1 apparaît de l'autre côté, révélant qu'il a utilisé une feinte et l'environnement pour créer l'ouverture dont il avait besoin. Alors que le challenger est repoussé, il est contraint d'admettre que son adversaire a exploité même les plantes et le terrain avec une précision effrayante. Pourtant, le garçon aux cheveux bleus refuse de céder, faisant confiance à sa classe supérieure et à son grade supérieur pour lui permettre de dominer un combattant de rang F. Il lève le bouclier de Gal pour bloquer la frappe entrante et insiste sur le fait qu'il ne sera pas vaincu si facilement. Le garçon le mieux classé réalise que son adversaire a déjà atteint le niveau 20 et a éveillé une compétence innée, le rendant encore plus dangereux que prévu. Mais il répond en invoquant l'épée Volescian, révélant que sa propre technique n'est pas qu'un simple spectacle. Sa puissance perce la défense tourbillonnante, brisant la protection du challenger sous la pression. Le fraîchement classé en tête de la première année enfonce son attaque à travers le bouclier et déclare qu'une compétence défensive ne peut pas résister à ce niveau de force. Un échange violent d'attaques déchire la brume toxique alors que le combat dans la forêt atteint une impasse. Le sabreur aux cheveux bruns tient bon, évaluant s'il doit exploiter l'avantage face à son adversaire affaibli. Il décide de ne pas terminer la bataille, sentant qu'elle n'est pas devenue une lutte à mort. Se souvenant que Lu Yuan est mort en défendant l'humanité contre des monstres, il refuse de le traiter comme un maléfique. Lu Yuan, meurtri et toussant du sang, lutte pour rester debout dans la brume toxique. Malgré tout, Lu Yuan décide de tenir bon jusqu'à ce que l'autre homme s'approche, prévoyant une dernière frappe de vent à bout portant pour le paralyser si nécessaire. Il admet que la situation l'a poussé bien au-delà de ce qu'un rang devrait gérer, mais il refuse toujours de céder. Lu Yuan se convainc que son propre potentiel de rang S doit un jour dépasser la force qui se dresse devant lui. À travers le poison tourbillonnant, il regarde l'épéiste s'approcher au lieu de l'achever de loin. Se préparant à l'affrontement final, Lu Yuan est pris au dépourvu lorsque l'autre homme tend la main vers lui au lieu d'attaquer. La main tendue précise que l'hostilité a été mise de côté. Lu Yuan fixe la scène, confus, incapable de comprendre pourquoi on lui témoigne maintenant de la clémence. L'épéiste déclare le combat nul et reconnaît ouvertement la force de Lu Yuan. Toujours stupéfait, Lu Yuan exige une explication pour ce changement soudain de ton. La réponse est simple, il a jugé Lu Yuan digne d'attention, et le match se termine sans vainqueur ni perdant. Pour la première fois, Lu Yuan se sent vraiment reconnu plutôt que méprisé, et il accepte enfin que son adversaire soit tout aussi redoutable que lui. Cette prise de conscience l'humilie, et il remercie sincèrement l'autre homme de lui avoir appris qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort. Il prend la main et l'accepte formellement comme un véritable rival. Même en souriant, Lu Yuan transforme la trêve en une promesse qu'il le défiera à nouveau au tournoi fraîchement top 100. Le sabreur accepte, mais avertit que Lu Yuan devra devenir beaucoup plus fort ou perdre le droit de se qualifier de rival. Alors que Lu Yuan est aidé à s'éloigner par un compagnon, ce dernier jure avec colère de venger l'humiliation de son futur beau-frère. Lu Yuan coupe immédiatement la parole et lui ordonne de montrer le même respect qu'il accorde à son nouveau rival. Partant avec sa fierté intacte, Lu Yuan jure que la prochaine fois, il se battra sérieusement et gagnera. L'épéiste les regarde partir, seul à nouveau dans la forêt verte et étrange. Une fois qu'ils sont partis, il s'avoue que le match nul n'a eu lieu que parce qu'il s'est retenu. Il révèle qu'utiliser sa première compétence aurait mis fin au combat immédiatement,
bien qu'il se console en pensant que le combat pourrait encore apporter un certain bénéfice. Au début, il pense que toute la rencontre a été vaine, puisqu'il n'en a tiré aucune récompense évidente. Parce que Lu Yuan a rendu le poignard après avoir déclaré nulle part, il a l'impression que tous ses efforts n'ont mené nulle part. Puis il remarque une étrange perturbation cachée dans la brume toxique à proximité. Il comprend que la coupe de Lu Yuan a dû révéler quelque chose qui avait été caché. Soupçonnant un trésor spécial ou même un autre monstre de niveau boss, il s'approche pour enquêter. Sa capacité active et transforme sa résistance générale en une compétence temporaire d'immunité au poison. Une fois la protection contre l'environnement toxique assurée, il n'a plus à s'inquiéter des antidotes pour le moment. Il se dirige vers la source, se demandant ce qui pourrait être caché dans une vapeur aussi dense et toxique. La réponse devient claire lorsque le miasme est retracé jusqu'au centre d'un lac. Il l'identifie comme un lac empoisonné et l'étudie pour détecter une menace plus importante. Une ombre en forme de dragon dans la brume le fait soupçonner qu'un dragon empoisonné légendaire pourrait s'y trouver. Plutôt que d'hésiter, il plonge directement dans le lac pour confirmer la vérité. Sous l'eau, il ne trouve d'abord que de petites créatures démoniaques et se demande pourquoi rien de plus fort ne garde l'endroit. Ce doute s'arrête lorsqu'une forme massive surgit d'en bas avec une intention prédatrice. Le gardien caché se révèle être un crocodile en armure de glace, bien plus fort que les créatures inférieures qui l'entourent. Il réalise que le lac contient bel et bien un boss et passe immédiatement de l'exploration à la chasse. Alors que le crocodile se jette sur lui, il esquive et traite l'embuscade comme le monstre qui se livre à lui. Il riposte avec son épée, décidant de récolter les matériaux de la bête plutôt que de devenir sa proie. Son coup déclenche un effet de bris d'armure qui brise les défenses du crocodile. Voyant à quel point le cadavre sera énorme, il remarque qu'il est trop grand pour son anneau de stockage et commence à réfléchir à une autre solution. Ce problème lui rappelle une compétence nouvellement acquise, et il décide que c'est l'occasion parfaite de la tester. Il active Démantèlement, une compétence qui peut décomposer des objets et créatures de bas niveau en matériaux offrant une chance de rendement critique. Une vaste structure numérique bleue engloutit le crocodile alors que la compétence commence à déchirer le monstre en composants à collectionner. Le démantèlement se termine dans un éclat de lumière, lui laissant le butin de la chasse sous-marine. Après avoir récolté le crocodile en armure de glace, il examine le butin et réalise que la peau est particulièrement précieuse car elle peut être transformée en équipement résistant à la glace. Satisfait des acquis, il décide que la chasse en valait la peine et se prépare à absorber tout ce qu'il peut de la zone. Alors qu'il rassemble l'énergie qui dérive, il remarque quelque chose d'inhabituel à proximité et son attention se détourne. Il réalise qu'il s'est approché sans le savoir de la source de la brume toxique et voit une ouverture cachée devant lui. Au lieu de battre en retraite, il choisit d'enquêter directement sur la source. Il nage dans une caverne lumineuse et découvre un espace caché au cœur de la vallée empoisonnée. Voyant que la brume toxique a caché cet endroit aux autres, il comprend qu'il a peut-être eu un coup de chance rare. À l'intérieur, il trouve une chambre remplie d'énormes cristaux et sent immédiatement que quelque chose d'important s'y cache. Alors qu'il cherche plus attentivement, une vision soudaine le stoppe net. Il découvre un dragon empoisonné endormi, identifié comme une femelle de niveau 43 encore en phase de croissance. La découverte confirme que la vallée abrite bien un dragon empoisonné, et il remarque rapidement qu'il n'est pas encore pleinement mature. Il juge la bête comme un monstre légendaire avec un potentiel futur terrifiant, capable de devenir bien plus fort une fois adulte. Puis il aperçoit 2 œufs de dragon et réalise que les obtenir pourrait changer son destin encore plus que le dragon lui-même. Il décide d'attendre le bon moment pour voler les œufs, les voyant à la fois comme un chemin vers le pouvoir et un moyen de venger les morts. Avant qu'il ne puisse agir, une violente perturbation secoue la caverne et gâche son opportunité de silence. Alarmé, il craint que le tumulte ne l'ait démasqué ou n'ait éveillé quelque chose de pire. Un second dragon descend dans la chambre, révélant que la femelle n'est pas seule. Il comprend immédiatement que ce nouveau venu est le mal et que le danger a doublé. Sachant qu'il ne peut pas survivre à un combat contre les 2 dragons, il abandonne toute manœuvre imprudente et décide de revenir seulement après être devenu plus fort. À mesure qu'il se retire, son ambition s'aiguise et son objectif devient indéniable. Il se fixe un objectif clair, devenir plus fort et un jour s'approprier ses œufs de dragon. Dans son esprit, cette victoire future le placerait au-dessus de tous ceux qu'il avait autrefois méprisés à Nanliu City. Pour l'instant, il revient aux affaires pratiques et décide de vendre ses matériaux nouvellement récoltés contre de l'argent liquide sur le marché noir. Il se dirige vers le marché noir souterrain de la ville de Nanliu, un lieu conçu pour des affaires dangereuses et rentables. La réputation du marché lui est expliquée, un grand maître de niveau 60 le contrôle, en faisant un refuge où le pouvoir maintient l'ordre. Il apprend que le maître du marché a un passé extraordinaire, donc quiconque évite de causer des ennuis peut commercer ici en toute sécurité. Cette protection signifie aussi que les autorités restent à l'écart, permettant au marché de prospérer tout en protégeant de nombreuses affaires criminelles. Il arrive au pavillon Jinyu, l'une des principales maisons de commerce du marché. La propriétaire du pavillon, une femme posée et redoutable, est présentée comme l'une des commerçantes du marché noir les plus fiables de sa vie récente. Lorsqu'il entre, 2 hommes négocient encore avec elle, essayant de la pousser à payer plus cher pour leurs marchandises. Elle les repousse sans hésiter, précisant que son offre est définitive et que quiconque est insatisfait peut partir. Remarquant le jeune nouvel arrivant, elle lui demande s'il a quelque chose qui vaille la peine d'être vendu.
Les deux hommes l'examinent et le rejettent comme un élève pauvre qui ne pourrait rien avoir de valeur. L'un d'eux tente de le repousser, le traitant comme indigne de leur temps et de l'attention de la boutique. Il reste calme et révèle d'un ton décontracté qu'il a quelque chose à offrir. Dès qu'il remarque sa bague de rangement, les hommes sont stupéfaits qu'une personne aussi ordinaire possède un objet aussi précieux. Il active la bague et se prépare à montrer toute l'étendue de ce qu'il a apporté. Une énorme collection de matériaux rares de monstres en déferle, incluant des parties de crocodile en brume empoisonnée, de la peau de crocodile en armure de glace, et même un cristal de mana. Les deux hommes restent sans voix devant l'ampleur de son butin. Même le propriétaire du pavillon est bouleversé, réalisant que la peau de crocodile en armure de glace signifie qu'il a atteint la partie la plus profonde de la vallée du poison et survécu. Il ajoute un autre objet à l'affichage, un cristal magique lumineux. Cette dernière révélation choque tout le monde, car un véritable cristal magique est bien plus rare et précieux que les autres. Le propriétaire ne peut plus le traiter comme un client ordinaire et commence à se demander qui il est réellement. Il ignore le suspense et lui demande simplement de calculer la valeur totale de tout. Les deux hommes qui se moquaient de lui changent instantanément d'attitude et le supplient de les laisser négocier l'accord à la place. Dans la salle VIP du pavillon, le propriétaire lui offre personnellement 78 500 pour les matériaux, le cristal de mana portant le total à 228 500. Elle présente le paiement via une carte VIP Gold, rendant la transaction à la fois discrète et prestigieuse. Il accepte aussitôt, appréciant sa franchise et l'efficacité de l'accord. Au moment où ils échangent la carte, elle lui accorde officiellement le statut VIP au pavillon Ginyu. Elle conclut en l'invitant à un partenariat à plus long terme, promettant que s'il lui apporte plus de cristaux de mana à l'avenir, elle pourra les acheter à un prix élevé. Après avoir conclu un appel respectueux avec le boss Qin, Yao part en sentant qu'il vient d'établir une connexion utile. En quittant la salle somptueuse, il juge que le patron Qin est juste et digne d'être traité à l'avenir. Il réalise aussi que son traitement de faveur et la carte VIP lui montrent de la valeur, ce qui confirme sa confiance grandissante. Une fois dehors, il part seul en ville, pensant déjà à l'avance au lieu de s'attarder sur la réunion. Des silhouettes invisibles commencent à le suivre, mais Yao reste calme comme s'il avait déjà remarqué la queue. Il réfléchit au fait que les personnes capables sont les bienvenues partout, renforçant sa conviction que la force et l'utilité lui ouvriront des portes. Ses pensées se tournent vers l'examen d'entrée à l'université, et il décide que devenir le meilleur marqueur de Nanon City est nécessaire s'il veut accéder à des ressources nationales. Derrière lui, deux voyous décident de le voler, supposant que sa richesse visible fait de lui une cible facile. Yao les conduit délibérément dans un endroit plus calme tout en réfléchissant à des améliorations pratiques, en commençant par l'armure maintenant qu'il a de l'argent. Il juge son équipement actuel insuffisant, sachant que 2 armes seules ne suffisent pas à protéger. Lorsqu'il atteint la ruelle, il confirme l'embuscade et est presque amusé que les assaillants aient suivi exactement comme prévu. Plutôt que de s'inquiéter, il note que la situation est totalement sous contrôle. En les évaluant, il les identifie comme des tueurs portant du sang humain sur les mains et reconnaît même des sacs de prison sur leur dos. Il décide que les éliminer comptera comme un nettoyage justifié plutôt qu'un fardeau pour sa conscience. Les deux hommes sortent avec assurance, ravis qu'il ait choisi un endroit aussi isolé et certain que personne n'interviendra. Il se rapproche par derrière et devant, essayant de le piéger dans la ruelle. Yao se tourne vers eux et révèle qu'il attendait qu'il passe à l'action. Les voyous se vantent de leur classe et niveau de combat, essayant de l'intimider avec leur métier de boucher et d'utilisateur de poison. Yao se moque d'eux en feignant la peur, se présentant comme un artisan faible qui devrait être impuissant devant eux. Il réalise rapidement qu'il les provoque et leur confiance se transforme en colère. Yao admet ouvertement qu'il joue avec eux, rendant l'insulte impossible à ignorer. Furieux, le boucher se jette le premier et active tranche, visant à déchirer Yao avec une attaque rapide à plusieurs coups. En même temps, l'utilisateur de poison enduit sa lame de venin, préparant un suivi létal. Yao lève calmement la main, prêt à interférer avec leurs compétences au lieu d'esquiver. Utilisant sa capacité modifiée pour la première fois sur une cible vivante, il réécrit l'attaque du boucher. Il transforme Slash en une version auto-ciblée, retournant la compétence de l'attaquant contre lui. Le boucher est déchiqueté par ses propres coups incontrôlables et panique alors que sa main continue de l'attaquer. Son partenaire ne peut que crier d'alarme alors que le premier homme s'effondre sous sa propre habileté. Yao réécrit ensuite la compétence de poison, la changeant de recouvrir une arme à empoisonner directement son utilisateur. L'utilisateur de poison convulse immédiatement et vomit du sang, incapable de comprendre comment son propre venin est entré dans son corps. Les deux hommes étant estropiés, Yao s'avance vers eux et vérifie calmement si leur résistance est déjà brisée. Satisfait, il décide que la véritable contre-attaque peut commencer. Il leur rappelle qu'ils ont passé leur vie à tuer et à voler les autres, faisant de ce qui suit un jugement plutôt qu'une bagarre. Yao les exécute sans hésiter, déclarant que leur vengeance est enfin arrivée. La ruelle tombe dans le silence, ne laissant que les conséquences de la meurtre rapide derrière elle. En fouillant les corps, il trouve des avis de recherche et réalise que ces hommes étaient des fugitifs, le genre de criminels que les chasseurs de primes collectionnent. Il décide de ne pas réclamer la récompense officielle car cela attirerait trop l'attention sur lui. Au lieu de cela, il se concentre sur les gains pratiques et prend le trench coat du boss mort comme matériau d'artisanat pour l'armure. Le manteau s'avère être un trench en peau de loup niveau 10 avec une défense modeste et un petit bonus d'agilité. Voyant son potentiel,
Yao décide d'utiliser à nouveau modifié et de pousser l'objet bien au-delà de sa qualité initiale. Le manteau est transformé en une imitation du trench coat en peau de Kirin, passant à la qualité avec d'énormes améliorations de défense, d'agilité, de résistance au poison, et même d'immunité au poison en dessous du rendez. Il glisse son bras dans le manteau amélioré, testant immédiatement le résultat. En le portant, il réalise que modifier des matériaux d'équipement légendaire peut produire un équipement inattendument puissant. Les motifs lumineux de Kirin vénéneux confirment la nature du manteau, et il juge qu'il n'est pas écrasant mais reste un excellent avantage au début. Satisfait, il décide de rentrer chez lui, de surprendre sa sœur et de continuer à se préparer pour l'examen d'entrée à l'université. Avec sa nouvelle armure et sa confiance grandissante, il quitte la ruelle déterminé à rendre son ascension impossible à ignorer. De retour chez lui, sa sœur étudie tout en s'interrogeant sur les 4 catégories suprêmes de bêtes magiques, essayant de se souvenir de celles manquant au-delà des dragons, Kirin et Phénix. Yao arrive avec des sacs de provisions et l'appelle à l'aide, interrompant ses pensées. Quand elle voit tout ce qu'il a rapporté, sa surprise se transforme en inquiétude et curiosité sur la source de tout ça. En regardant son nouveau trench coat, elle est frappée par le changement de son frère et sent que même ses vêtements ressemblent désormais à une armure puissante. Zhang Yan insiste fièrement sur le fait qu'il a gagné ses récents acquis grâce à ses propres capacités et décide immédiatement de partager les bénéfices en augmentant l'allocation de sa sœur cadette. Sa sœur est surprise et tente de refuser, disant que la petite somme qu'elle reçoit déjà lui suffit. Il rejette son inquiétude, lui donne une somme bien plus importante entre ses mains, et lui fait clairement comprendre qu'elle peut lui demander plus quand elle en aura besoin. La pile soudaine d'argent la laisse dépasser et méfiante quant à la façon dont il l'a obtenue. Zhang Yan la calme, nie toute implication louche, et explique que le rassemblement de l'examen d'entrée à l'université de demain n'est qu'une formalité pour quelqu'un de son niveau. Confiant en sa force, il dit qu'il traversera l'événement sans difficulté et reviendra lui offrir un vrai repas ce soir-là. Toujours en train de comprendre ce qui a changé, sa sœur lui demande prudemment à quel niveau il en est arrivé. Quand Zhang Yan révèle distraitement qu'il est déjà niveau 20, elle est stupéfaite de voir à quel point c'est absurdement élevé pour un élève. Zhang Yan reste extérieurement calme, mais sa confiance cache un plan bien plus vaste. L'histoire explique que la plupart des élèves éveillés n'atteignent qu'environ le niveau 10 dans le mois suivant leur éveil, tandis que seuls les véritables doués peuvent approcher les hauts adolescents. Dépasser le niveau 20 est normalement le privilège des héritiers issus de familles puissantes qui peuvent investir d'énormes ressources dans leur croissance. Zhang Yan sait qu'il n'a atteint le niveau 20 que grâce à un coup de chance extraordinaire en tuant le clone du roi démon. Cette prise de conscience l'empêche de sous-estimer la difficulté d'avancer davantage. Il admet que sans un flux régulier de ressources, lui-même aurait du mal, mais il croit que tout changera s'il devient le meilleur buteur de Nanron City. Avec cet objectif fixé en tête, il se dirige vers les examens d'entrée à l'université, déterminé à saisir cet avenir. Dans le gymnase du lycée numéro 1 de Nanron, l'assemblée annuelle d'examen commence par la déclaration de ses élèves comme la fierté et l'espoir de la ville. Le principal présente l'examen comme la récompense pour des années d'efforts et le moment où les élèves peuvent enfin redéfinir leur destin. Il souligne le point en qualifiant l'examen de rare occasion de réécrire son avenir. Zhang Yan trouve en privé ce discours cliché, mais il partage sa vérité fondamentale, pour les élèves éveillés, cet examen peut vraiment tout changer. Le premier avenir possible est clairement tracé, des performeurs d'élite entrent dans les meilleures universités, deviennent des pionniers de la faille démoniaque et reçoivent un soutien étatique illimité. Ceux qui réussissent bien mais manquent les meilleures universités peuvent tout de même entrer dans l'armée et construire des carrières respectées avec le soutien de l'État. Les performeurs moyens finissent généralement dans des universités ordinaires et deviennent plus tard des chevaliers gardiens, un résultat modeste mais tout de même respectable. Ceux qui échouent sont repoussés vers la vie civile ordinaire, avec peu d'espoir de jamais percer à nouveau. Zhang Yan réfléchit que ce dernier résultat est la véritable destination pour la plupart des élèves éveillés. Dans ce monde post-faille, seule une petite minorité s'élève tandis que la grande majorité est condamnée à l'obscurité sous une hiérarchie brutale. Il comprend que sans force, les gens sont rejetés presque instantanément. Le principal termine le discours et annonce que les enseignants vont désormais commencer le dépistage interne de l'école, toute personne au-dessus de 15 étant exemptée des préliminaires. L'école lance officiellement les matchs de projection. La règle d'exemption plonge les élèves dans le chaos, ravissant ceux qui ont à peine atteint la limite et écrasant ceux qui l'ont manqué. Zhang Yan, s'appuyant sur des souvenirs de sa vie antérieure, comprend rapidement que dépasser le niveau 15 garantit normalement une excellente classification et devrait lui épargner les préliminaires. Son professeur principal annonce que leur classe compte 5 élèves au-dessus du niveau 15. Mais il ajoute immédiatement que seuls 4 d'entre eux sont réellement exemptés. Zhang Yan est désigné comme l'exception malgré le fait qu'il ait dépassé le niveau 15. Le professeur explique que comme Zhang Yan n'est pas une classe de combat primaire mais plutôt de rang F, l'école exige quand même qu'il combatte lors des préliminaires. Cette décision met en lumière la stigmatisation totale de la classe la plus faible, et les élèves environnants considèrent sa réussite comme dénuée de sens. Un camarade de classe se moque ouvertement que cette humiliation est exactement ce que mérite un F-rank. Le professeur tente de réconforter Zhang Yan, admettant qu'il connaît son talent mais ne peut pas revenir sur la décision de l'école. Zhang Yan accepte l'injustice sans protester et accepte simplement de participer aux préliminaires. Un élève hostile prend ce calme pour de la faiblesse et décide que les autres devraient s'unir contre Zhang Yan pour l'éliminer tôt.
Le signal pour commencer les matchs est donné. Les règles sont expliquées, chaque préliminaire est un affrontement libre de 10 personnes parmi les élèves en dessous du niveau 15. Un seul gagnant de chaque groupe accède au véritable examen d'entrée à l'université, faisant du filtrage de l'école une élimination impitoyable de 90%. Les observateurs notent que quiconque n'a pas encore atteint le niveau 15 après un mois fait déjà face à un avenir sombre. Le vice-principal rejette la plupart des concurrents comme des combattants de barans ou des classes d'artisans, sans grand espoir. Le principal n'est pas d'accord et souligne que cette année inclut Zhang Yan, l'élève qui a dominé à la fois les études et le combat pendant 3 années consécutives. Le directeur adjoint se souvient du génie de Zhang Yan mais déplore qu'il se soit éveillé en rang F. Le principal le presse d'admettre ce que ce grade signifie vraiment. Il explique que le rang F a été créé comme une étiquette plus douce pour des classes autrefois ouvertement qualifiées de « poubelles ». C'étaient des classes d'artisans exceptionnellement faibles, si pauvres que les autorités n'ont fait que changer le nom, et non le mépris qui le racontait. Le directeur adjoint soutient que, peu importe le talent de Zhang Yan, un tel écart de classe devrait rendre la victoire impossible. Le principal réplique en prenant l'exemple de Yo Yuanwu, un autre ancien de rang F qui est devenu exalté de niveau 70, mettant en garde contre le jugement trop tôt de Zhang Yan. Alors que le débat se poursuit, le groupe de Zhang Yan est appelé dans l'arène. Il entre dans un ring entouré de 9 adversaires armés issus de différentes classes de combat. Zhang Yan considère ce match comme une corvée, se rappelant qu'il a promis à sa sœur un dîner et n'a aucune intention de perdre de temps. Les autres candidats le reconnaissent comme le meilleur élève de longue date de l'école et sont alarmés par son avantage au niveau 20. Malgré tout, il se convainc qu'un double éveillé de rang F ne peut pas être vraiment dangereux et accepte de s'unir contre lui en premier. Zhang Yan entend leur plan et se sent amusé plutôt que menacé. Il invite ouvertement les 9 à attaquer ensemble, montrant clairement qu'il veut que le combat se termine vite. Son mépris les met en colère, et il se rallie à l'idée que les classes de combat devraient facilement écraser un rang F. Tout le groupe charge en même temps, déterminé à prouver que l'effort ne peut surmonter la disparité de classe. Depuis les gradins, le vice-principal attend avec impatience que Zhang Yan soit démasqué. Au lieu de cela, Zhang Yan révèle que les matériaux rares qu'il a rassemblés dans la vallée du dragon empoisonné lui ont permis d'acheter une arme bien supérieure. Il dégaine une lame sciant étincelante d'un anneau spatial, changeant instantanément l'atmosphère. Le principal est choqué de réaliser que Zhang Yan possède un anneau spatial. Le proviseur adjoint est encore plus stupéfait lorsqu'il reconnaît l'épée comme une arme de rang à qui devrait être bien au-delà de la portée d'un élève ordinaire. Enfin armé, Zhang Yan explose en mouvement et tranche la formation avant que quiconque ne puisse réagir. Les spectateurs ont du mal à le suivre et commencent à douter qu'un artisan de rang F puisse avancer aussi vite. Zhang Yan s'arrête et déclare calmement que le match est déjà terminé. Ses adversaires refusent d'y croire, supposant qu'il ne s'est appuyé que sur une grande agilité car aucun d'eux ne se sent blessé. Zhang Yan remet en question cette supposition avec une confiance tranquille. Un instant plus tard, des morceaux de leurs uniformes et cravates tombent, révélant à quel point il les a frappés avec précision. Le groupe est horrifié de réaliser qu'il leur a enlevé leur col et leurs vêtements sans leur faire de mal. Un élève ébranlé comprend le vrai message, si Zhang Yan avait voulu les tuer, ils seraient tous morts. Zhang Yan se tient au-dessus d'eux avec un contrôle sans effort, rendant l'écart entre eux indéniable. Les combattants restants admettent enfin qu'ils sont complètement dépassés. Un après l'autre, ils se rendent plutôt que de poursuivre un combat désespéré. Zhang Yan est déclaré vainqueur de son groupe et avance avec une aisance impressionnante. Avec les préliminaires derrière lui et l'examen officiel dans seulement 3 jours, il reporte ses pensées sur le dîner qu'il a promis à sa sœur. Il note également un second avantage du match. En exposant publiquement l'épée en acier cyan, il a créé une explication crédible pour sa possession et réduit les chances que quelqu'un n'enquête sur la véritable origine de l'arme. En regardant d'en haut, le directeur adjoint ne peut plus ignorer Zhang Yan et commence à se demander comment un élève aussi puissant est arrivé. Le principal conclut que la véritable force de Zhang Yan doit dépasser ce qu'il vient de montrer et pourrait même dépasser ce que les prodiges célèbres ont montré à leur âge. Pour la première fois, il ose imaginer le lycée numéro 1 de Nanron produire le meilleur buteur de la ville. Cette possibilité semble désormais réelle même si le candidat est un candidat de rang F. Ailleurs dans l'arène, d'autres groupes poursuivent leurs éliminations brutales. Lorsque le dernier groupe se termine, l'école annonce que 68 élèves ont réussi les préliminaires et ont avancé. Les gagnants sont rassemblés dans une salle d'attente pour se préparer à l'examen officiel. Zhang Yan calcule que sur plus d'un millier d'élèves de la classe, seuls 680 ont même participé aux préliminaires. En ajoutant les élèves exemptés, il estime qu'environ 500 élèves de son école seuls passeront l'examen réel. Dans les 19 lycées de la ville de Nanron, cela signifie qu'il devra affronter environ 10 000 candidats. L'ampleur du défi le pousse à adopter un état d'esprit plus sérieux. Il sait que remporter le titre de meilleur buteur contre un plateau aussi massif sera bien plus difficile que de gagner une bagarre scolaire. Pendant qu'il réfléchit, le principal l'aborde de façon inattendue dans la salle d'attente. Zhang Yan est pris au dépourvu que le principal vienne lui parler en personne. Le principal lui rappelle qu'il a vu Zhang Yan dominer l'école pendant des années, donc il n'y a aucune raison d'être aussi surpris. Zhang Yan répond respectueusement, reconnaissant que cet homme n'est pas seulement le principal mais aussi l'un des 12 divinités gardiennes de la ville de Nanron. Le principal rit des flatteries et apprécie clairement la langue rapide de Zhang Yan.
Puis il devient sérieux et admet qu'il serait ravi si Zhang Yan ramenait le titre de meilleur marqueur de la ville à First Eye. Cette fois direct attire l'attention de Zhang Yan. Zhang Yan fait remarquer que l'école a déjà éveillé plusieurs combats de rang S et A, ce qui rend étrange la confiance du principal dans un rang F. Le principal rejette cette logique et s'utilise comme preuve que le rang seul ne définit pas le plafond d'une personne. Il dit à Zhang Yan que le pouvoir vient de l'individu, pas de la profession, et que la véritable force commence par le courage de dégainer son épée contre quiconque. Zhang Yan est frappé par la différence entre ce directeur et les élites égoïstes dont il se souvient de sa vie précédente. Touché par ces encouragements, il promet de tout donner et de ramener le titre de meilleur buteur à la victoire pour First Eye. Le principal scelle ce serment avec empressement d'un coup de poing, le traitant comme un pacte solennel. Zhang Yan accepte le geste, et tous deux officialisent leur promesse. Les autres élèves observant de loin ne peuvent que fixer, incrédules, à quel point le principal et Zhang Yan se rapprochent intensément. Ce soir-là, Zhang Yan emmène sa sœur fêter ça, expliquant qu'il veut tenir sa promesse avant l'examen officiel et lui offrir un repas qu'il ne pourrait normalement jamais se permettre. Les frères et sœurs arrivent ensemble dans un quartier commerçant chic et scintillant. Sa sœur est nerveuse dès qu'elle voit où il la conduit et suggère qu'il devrait simplement rentrer chez eux. Zhang Yan ignore sa retraite et affirme avec assurance qu'ils sont au bon endroit. La destination s'avère être un restaurant Wagyu d'élite, célèbre pour sa cuisine de luxe. Sa sœur la reconnaît grâce aux avis en ligne, sait que c'est outrageusement cher, et s'inquiète qu'il ne devrait même pas être là sans réservation. Zhang Yan révèle fièrement qu'il a déjà réservé une table à l'avance et qu'il est venu parfaitement préparé. N'ayant plus d'échappatoire, ils entrent ensemble. Sa sœur décide de ne pas gâcher la soirée, estimant qu'il lui a déjà donné de l'argent en plus et qu'un budget rigoureux devrait les maintenir à flot par la suite. Elle décide de le laisser profiter de cette soirée avant son examen. À l'intérieur du restaurant somptueux, un serveur leur propose le choix entre des plats individuels et des menus fixes de la maison. Zhang Yan commande immédiatement sans hésiter le menu défini et emblématique du restaurant. Le serveur est ravi de la commande et s'éloigne rapidement, les reconnaissant comme des dépensiers étonnamment importants. Sa sœur est horrifiée en réalisant qu'il a choisi le service le plus cher du menu. Zhang Yan confirme d'un ton désinvolte et lui dit même qu'elle peut ajouter ce qu'elle veut d'autre. Cette générosité ne fait qu'accentuer sa panique, et elle commence à se demander s'il s'est retrouvé impliqué dans quelque chose d'illégal. Leur dîner tranquille est interrompu lorsqu'un client en colère commence à crier sur le personnel à propos de la politique de réservation. Le fauteur de troubles se présente comme Wang Zhu, un combatteur de rang s'est réveillé du 7e lycée, et exige une table car il a l'examen universitaire demain. Lorsque la serveuse s'excuse et explique que le restaurant est réservé à réservation, il menace de saxer l'endroit à moins qu'elle ne l'installe pas immédiatement avec ses amis. La sœur de Zhang Yan remarque le harcèlement et le lui fait remarquer. Zhang Yan juge instantanément les élèves du 7e lycée comme des déchets pour avoir harcelé le personnel de service. Il le dit à voix haute, provoquant le groupe qui tourne son attention vers sa table. Wang Zhu est surpris de constater que celui qui l'insulte n'est qu'un jeune élève assis calmement. Il reconnaît alors Zhang Yan comme le fameux rang F de First Eye et voit une cible facile. Penché au-dessus de lui, Wang Zhu se moque de la rareté et de la valeur des F-ranks et menace de montrer à Zhang Yan ce qu'une classe de combat de rang C peut faire. Zhang Yan répond à l'intimidation par un pur manque de respect en éclaboussant son verre au visage de Wang Zhu et en qualifiant cela d'accident. L'humiliation laisse Wang Zhu tremblant de rage. Il active immédiatement son pouvoir et balance un bras bestial vers Zhang Yan, déterminé à l'écraser. Alors que la compétence est identifiée comme étant le singe démon au long bras de rang C, la sœur de Zhang Yan pousse un cri d'alarme. Avant que le coup ne puisse toucher, une autre main attrape sans effort le bras transformé. Un nouvel arrivant réprimande Wang Zhu pour son attaque aussi imprudente. Wang Zhu et ses amis sont stupéfaits de découvrir que la personne qui l'arrête est Liu Tao, un éveillé de combat de rang B qui figure parmi les meilleurs élèves de leur école. Wang Zhu tente de s'expliquer, pensant toujours qu'il ne fait que harceler un inconnu de rang F. Liu Tao le coupe et avertit que toucher Zhang Yan est une courtisan à la mort. Même après avoir été giflé et corrigé, Wang Zhu ne comprend toujours pas pourquoi quelqu'un comme Liu Tao protégerait les supposées ordures de First Eye. Liu Tao précise que Zhang Yan est exactement la personne qu'il compte protéger. Une autre silhouette intervient et note froidement que si Liu Tao était arrivé une seconde plus tard, le bras de Wang Zhu serait déjà brisé, révélant qu'il s'agit de Lu Yuan, le jeune maître aîné de la famille Lu. Le groupe est terrifié car Lu Yuan est un prodige de rang et c'est l'un des 3 meilleurs élèves du 7e lycée, bien au-dessus de tous ceux qu'il s'attendait à rencontrer ici. Zhang Yan salue Lu Yuan avec une familiarité décontractée, l'appelant Petit Yuan comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Lu Yuan rougit et proteste contre le surnom, confirmant que la familiarité de Zhang Yan est réelle. Les voyous restent sans voix qu'un personnage de rang F qu'il se moquait puisse s'adresser à l'héritier de la famille Lu de façon aussi intime sans recevoir de punition. Zhang Yan retourne calmement la situation contre eux en disant à Lu Yuan que les élèves du 7e lycée doivent clairement apprendre les bonnes manières. Face aux connexions cachées de Zhang Yan et à son soutien inattendu, Wang Zhu ne peut que paniquer et se demander comment un perdant de rang F est devenu quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre d'offenser. Un élève mystérieux paraît si dangereusement que tous les présents sont plongés dans la confusion. Les spectateurs ont du mal à comprendre comment quelqu'un considéré comme F-grade déchaîne un pouvoir bien au-delà de son niveau supposé. Alors qu'il peine à l'identifier, sa confiance calme le rend encore plus troublant. Ne voulant pas gaspiller d'efforts pour eux,
Il ordonne de retirer les fauteurs de troubles de sa vue. Les hommes se soumettent instantanément à son autorité et se retirent, le traitant comme quelqu'un qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser. Même la serveuse s'excuse précipitamment pour le dérangement, et il laisse tomber le sujet sans inquiétude. Le personnel regarde les hommes fuir, paniqués, réalisant qu'ils viennent d'échapper à quelqu'un de terrifiant. Un rival aux cheveux noirs arrive et l'accueille avec une familiarité sèche, montrant clairement qu'ils se connaissent déjà bien. Le nouveau venu lui rappelle que s'ils ratent les examens finaux, leur rencontre ne servira à rien. Il répond avec un sourire, transformant l'avertissement en défi et promettant d'être là. Le rival est pris au dépourvu par cette confiance, le reconnaissant comme un sérieux prétendant. Ils se séparent avec un accord tacite pour régler les choses en finale et voir qui y appartient vraiment. Laissé seul, il admet que le rival n'est pas une mauvaise personne malgré son adversaire. Le dîner interrompu reprend alors que la serveuse apporte le menu à lui et à sa petite sœur. Le repas devient somptueux, avec des plats haut de gamme qui montrent clairement qu'il lui offre quelque chose bien au-delà de leurs moyens habituels. Il est immédiatement ravi par la nourriture, baissant sa garde devant sa sœur. Elle est tout aussi ravie, émerveillée de pouvoir enfin profiter du genre de luxe qu'elle n'a vu qu'en ligne. Pendant un instant, ils profitent simplement du rare bonheur de partager un repas extravagant ensemble. Quand il lui demande si elle veut savoir qui étaient ces hommes et comment il les connaît, il lui offre la vérité si elle le souhaite. Elle refuse discrètement, décidant que leur identité est moins importante que de rester en paix avec lui. Ce qui compte pour elle, c'est que quoi qu'il arrive, il restera toujours son frère. Sa confiance l'adoucit et lui rappelle exactement ce qui est en jeu. Il comprend que protéger sa famille est la véritable raison de tout ce pourquoi il se bat. Alors qu'ils terminent leur repas ensemble, ils jurent silencieusement de garder ce monde sûr pour elle, quel qu'en soit le prix. Le lendemain, l'examen annuel d'entrée à l'université commence officiellement à Makoro City. Lors du lieu préliminaire, on dit aux candidats que cet examen déterminera leur avenir, car seuls les exceptionnels ont atteint ce stade. Il arrive parmi la foule, amusé que la plupart des élèves aient abandonné leur uniforme, tandis qu'il garde son propre manteau pour une raison personnelle. Il se souvient avoir promis à son principal de restaurer l'honneur de son école, il compte donc la représenter ouvertement. L'examinateur annonce que les préliminaires de cette année suivent un format trompeusement simple. Les élèves doivent chasser des bêtes démoniaques à l'intérieur de la zone de faille, gagnant des points selon la force de ceux qu'ils tuent, et seuls les 100 meilleurs progresseront. Ils reçoivent également des bracelets capteurs mesurant la valeur des bêtes par l'aura, obligeant chacun à choisir soigneusement les cibles dans un délai de 6 heures. Une fois les règles expliquées, l'examinateur ouvre le champ de bataille et met tout le champ en mouvement. Un portail de lumière s'ouvre, marquant le véritable début de l'épreuve. Le compte à rebours commence et la foule avance, chaque élève désespéré de décrocher une place dans le top 100. Il marche calmement seul dans le chaos, voyant déjà que le véritable danger de l'examen se cache sous ces règles simples. Il passe en revue les régions de la zone de faille et note que les monstres s'y trouvent entre environ le niveau 5 et 25. Ce qui l'inquiète vraiment, c'est qu'une zone abrite un territoire de dragons empoisonnés, bien trop létal pour un examen destiné à tester les élèves. Sans hésiter, il entre dans la zone préparée à ce qui est caché à l'intérieur. Il arrive dans la forêt démoniaque sinistre, l'une des régions les plus dangereuses de l'examen. Voyant les pouvoirs persistants des plus puissants parangons de Makoro City qui continuent de réprimer les bêtes environnantes, il réalise que l'examen n'est survécu qu'à une protection extérieure. Parce qu'il a vécu en ville et même fréquenté cette université avant d'être expulsé, il comprend déjà le terrain et la structure du pouvoir qui l'entoure. D'autres élèves remarquent rapidement que les règles n'interdisaient jamais la coopération et commencent à former des groupes de chasse pour dégager plus vite. Il combine avec enthousiasme classe et niveau en équipes équilibrées, espérant que la coordination les mènera en finale. Un groupe s'approche de lui et lui demande de quelle classe il appartient, décidant clairement s'il mérite d'être recruté. Il répond franchement qu'il est un fermier de rang F. Le groupe le rejette immédiatement comme un poids mort et se demande comment quelqu'un d'aussi modeste a pu se qualifier. Il s'éloigne imperturbable, réfléchissant au fait qu'être méprisé pour son rang est devenu une routine. Au lieu de lui en vouloir, il décide de renverser les attentes de tous de la manière la plus directe possible. Il passe à l'action immédiatement, agissant avant que quiconque ne comprenne ce qu'il s'apprête à faire. Dégainant une lame massive et dégageant une intention meurtrière, Jang Nan enfin s'avance sur le champ de bataille, prêt à rendre son nom impossible à ignorer. La salle d'observation des examens universitaires se remplit alors que les écoles de la ville de Nanron se réunissent pour regarder le classement en direct dénoncer le meilleur score de cette année. Le principal de Third Eye se vante que la course pour la première place est toujours serrée et s'attend à une nouvelle lutte féroce au sommet. Le principal de Seventh Eye répond avec assurance, fier que son école ait produit 4 prodiges de rang et c'est certain que son propre élève de premier plan remportera à nouveau la première place. Le représentant de First Eye intervient, rejetant l'arrogance basée sur le rang et insistant sur le fait que le rang brut de classe ne définit pas la véritable force. Seventh Eye se moque de cette confiance, réduisant l'espoir de First Eye à un inconnu de rang F qui n'a échappé que grâce au mérite académique. Third Eye rejoint le mépris, arguant qu'un élève de rang F n'a même pas sa place dans la même conversation que les candidats d'élite. Le principal de First Eye réplique sèchement, leur rappelant que cet élève supposément inutile avait déjà battu plusieurs records à la base d'entraînement des novices. Il insiste, convaincu que le garçon va choquer tous les spectateurs.
Les autres principaux se moquent de la vanardise de débutant et prennent cela comme la preuve que First Eye n'a plus de vrai talent. Humilié et furieux, le principal de First Eye ne peut qu'en maudire le mépris. L'ambiance dans la salle bascule quand l'examen vient à peine de commencer et que la rumeur se répand que quelqu'un a déjà tué une bête et marqué des points. Les principaux sont stupéfaits par ce rythme impossible et se demandent immédiatement quel grand prodige familial a pu le faire, l'un d'eux soupçonnant même Kip. Le principal de First Eye comprend que le résultat pourrait être exactement ce qu'il espérait. Sa colère se transforme en justification en réalisant que son élève sous-estimé a vraiment agi. Les autres sont sous le choc qu'un candidat de rang F ait réussi à tuer une bête de haut niveau en 5 minutes. Le classement confirme la surprise, Jan-Yan de First Eye occupe la première place avec 36 points malgré son statut de bricoleur et fermier de rang F. À l'intérieur du terrain d'examen, Jan-Yan se tient au-dessus d'une épée dans la forêt et considère son premier meurtre comme un début chanceux mais utile. Voyant d'autres proies à proximité, il prend calmement l'arme et se prépare à transformer cette chance en élan. Plutôt que de paniquer, il sourit, déjà confiant de pouvoir exploiter la situation. 3 tigres démons rayés noirs se rapprochent de lui en même temps, s'attendant à une élimination facile. Jan-Yan accueille la pression, décidant qu'il pourrait aussi bien prendre les 3 ensembles de points ensemble. Le système identifie les bêtes comme des tigres démons rayés noirs de niveau 21, des prédateurs dangereux même dans cette forêt sinistre. Il se souvient de la règle de l'examen selon laquelle les points obtiennent en chassant les bêtes en fonction de leur force, et regrette seulement que les matériaux récoltés ne comptent pas pendant le test. La meute de tigres se précipite ensemble, essayant de le submerger avant qu'il ne puisse réagir. Jan-Yan affronte l'assaut de front, traitant ce qui devrait être un combat collectif mortel comme une proie maîtrisable. Sa frappe puissante déchire l'attaque, prouvant que ces bêtes ne sont guère plus que de la chair à canon pour lui. Sa confiance vient d'un équipement bien au-delà de ce que les étudiants ordinaires devraient posséder, notamment l'épée en acier cyan et le manteau en peau de kirin. Un tigre tombe immédiatement, ce qui lui rapporte 900 points d'expérience et 36 points supplémentaires. Un second tigre active une compétence de power-up qui augmente son agilité et sa force, essayant d'inverser le combat. Jan-Yan est content plutôt qu'inquiet, car la bête vient de lui offrir une meilleure ouverture. Il active sa propre compétence modifiée pour altuer directement la capacité de l'ennemi. Le buff du tigre est réécrit en un malus, transformant sa puissance accrue en une réduction de l'agilité et de la force. Pris de confusion par sa faiblesse soudaine, la bête trébuche et perd le contrôle du combat. Jan-Yan profite de cet instant de panique et porte un coup fatal net alors que le tigre est encore sous le choc du renversement. Le deuxième kill apporte 950 d'expérience et 36 points supplémentaires. Le dernier tigre comprend enfin le danger et tente de fuir plus profondément dans la forêt. Jan-Yan la laisse tourner juste assez longtemps pour réaliser que l'évasion n'est plus possible. Il lance son épée après lui, mettant fin à la poursuite avant qu'elle ne commence vraiment. La lame transperce le tigre en fuite et le tue sur le champ. Ce troisième kill donne 900 d'expérience et 36 points supplémentaires, complétant ainsi le nettoyage du pack. Une fois la zone dégagée, Jan-Yan décide d'aller plus loin dans la forêt, sachant que des bêtes plus fortes signifient de meilleures récompenses. Il révèle que se contenter de prendre la première place n'a jamais été son véritable objectif. Ce qu'il veut, c'est dominer l'examen à un point tel qu'il en devienne la légende incontestée. Les classements mis à jour montrent qu'il a déjà grimpé en tête avec 108 points, bien devant les concurrents les plus proches. Ailleurs dans la forêt, un élève de Third Eye est outré qu'un inconnu de rang F ait réussi à entrer dans le top 10 et même à dépasser son propre patron. 2 autres élèves du 3e lycée se convainquent que Jan-Yan doit tricher, incapables d'accepter qu'un perdant de rang F puisse surpasser leur chef de rang S, Yu Feng. Leurs supérieurs décident qu'ils vont cesser de parler et enseigner personnellement à Jan-Yan sa place. Les subordonnés acceptent avec enthousiasme, insistant sur le fait que le titre de meilleur marqueur revient à Yu Feng de Third Eye et à personne d'autre. Alors que cette menace commence à avancer dans la forêt, une autre créature puissante fait irruption sur la scène, laissant entendre que les bois plus profonds recèlent un nouveau danger. Jan-Yan remarque quelque chose d'encore plus étrange que les monstres plus forts, plus il s'enfonce, moins il trouve de véritables bêtes dangereuses. Jan-Yan termine un taureau sauvage à 3 au niveau 20 et est récompensé par de l'expérience et des points, renforçant ainsi son avance au sommet. Quelqu'un à proximité applaudit sa performance et reconnaît ouvertement que le candidat numéro 1 est à la hauteur de sa réputation. Jan-Yan remarque immédiatement qu'il est observé et exige que celui qui se cache se montre. Un petit groupe sort de la forêt, se présente comme des élèves d'un autre lycée et tente de se faire bien comprendre en proposant une alliance. Il les rejette aussitôt, interprétant déjà leur approche amicale comme suspecte et insincère. Leur chef change rapidement de tactique et donne des informations sur un nid de monstres, espérant que la cupidité réussira là où la flatterie a échoué. Il adoucit l'appât en affirmant que le nid est rempli de bêtes puissantes et vaut donc un nombre énorme de points. Le groupe insiste sur la tentation évidente, arguant que quelqu'un qui cherche à protéger la première place aurait besoin exactement de ce genre de butin. Alors qu'ils agissent enthousiastes et coopératifs, Jan-Yan réalise qu'ils préparent clairement quelque chose. Il note que, parmi des milliers de candidats, ils l'ont délibérément cherché et lui ont lancé la seule offre qu'on attendait de lui. Voyant à quel point le piège est maladroit, il conclut qu'il s'agit d'amateurs essayant de tendre un piège embarrassant et évident. Malgré tout, ils décident de jouer le jeu et de rendre leur plan en retour. Faisant semblant d'être intéressé, il fait semblant d'être incertain et demande s'ils ont vraiment trouvé un nid,
les encourageant à croire que leur mensonge fonctionne. Le chef mord à l'hameçon lui-même est célèbre intérieurement, convaincu qu'ils sont sur le point de traîner le rival du boss Yu Feng. Ils exhortent Zhang Yan à se dépêcher de les suivre avant que quiconque ne puisse s'emparer du prétendu butin, et il le suit sans résistance. En le menant plus profondément dans la forêt, il révèle en privé le véritable plan, l'isoler et le battre assez violemment pour l'éliminer comme menace pour Yu Feng. Le chef admet en outre qu'ils ont été bien payés par le père de Yu Feng, ce qui rend cette embuscade à la fois personnelle et profitable. Un bref souvenir explique la pression derrière cela, le père de Yu Feng l'a longtemps poussé vers le succès militaire et méprise l'idée que son fils soit éclipsé par les élèves ordinaires. Cette pression est présentée comme une manipulation parentale directe, une carrière militaire étant considérée comme le seul avenir respectable. De retour dans la forêt, le chef réfléchit qu'il s'attendait à ce que seuls des prodiges d'élite défient Yu Feng, et non un outsider de rang F comme Zhang Yan. Il est encore plus satisfait, pensant qu'éliminer un rival aussi improbable assurera la voie de Yu Feng vers l'académie militaire. Zhang Yan pointe soudain devant lui et affirme qu'il peut déjà voir le nid, prenant le groupe au dépourvu. Avant qu'il ne puisse s'en rendre compte, il s'enfuit, les forçant à abandonner la subtilité et à le poursuivre. Le groupe panique et se précipite à sa poursuite, désespéré de ne pas laisser leur cible s'échapper. Zhang Yan les conduit directement vers une immense ruine envahie par la végétation au cœur de la forêt, les éloignant encore plus de la sécurité. Toujours convaincu que l'isolement les favorise, le chef croit que le moment de l'attaque est enfin arrivé. Il donne l'ordre, et les autres se préparent à frapper en courant à ses côtés. Leur attaque est interrompue lorsqu'une griffe gigantesque descend d'en haut et saisisse l'un des garçons à la place. Un vautour aux ailes bleues, une menace de sous-boss de niveau 35, surgit et emporte l'élève capturé dans les airs. Les ravisseurs sont stupéfaits et crient le nom de la victime alors que leur embuscade prévue s'effondre instantanément. L'un des garçons restants fonce à la poursuite du monstre, exigeant qu'il libère son frère. Le vautour l'ignore et continue de voler avec sa proie dans ses serres. Il déchiquette violemment le captif en plein vol, montrant qu'il ne s'agit pas d'une rencontre gérable mais d'un prédateur mortel. Le chef ne peut que regarder, horrifié, la situation dépasser tout ce qu'il aurait imaginé. Il se rend compte qu'ils sont tombés sur une rencontre avec un sous-boss et ne comprend pas du tout pourquoi un tel monstre est là. Un terrible soupçon commence à se former alors qu'il relie la présence du monstre au comportement de Zhang Yan. Zhang Yan reste calme au milieu du chaos, totalement indemne, confirmant qu'il n'a jamais été mené. Le chef comprend enfin que Zhang Yan souriait parce qu'ils sont tombés directement dans son piège. Zhang Yan révèle qu'il connaissait vraiment la région autour de la forêt des démons sinistres et n'a jamais menti à ce sujet. Il explique que le vautour avait été attiré par d'autres chasseurs, et qu'il avait délibérément amené ses intrigueurs ici parce que le monstre était exactement ce dont il avait besoin. Le chef l'accuse de les avoir piégés, réalisant que Zhang Yan a sciemment utilisé le sous-chef caché contre eux. Zhang Yan répond qu'il ne rend la faveur qu'à ceux qui ont d'abord voulu jouer sale. Il ajoute froidement qu'ils sont incompétents même dans la trahison, ce qui accentue leur humiliation. Furieux, le chef abandonne toute façade et accuse Zhang Yan de les avoir manipulés dès le début. Zhang Yan l'admet sans s'excuser et se moque de l'idée que le fait d'être de rang F faisait de lui une victime facile. Il dégaine son arme et précise qu'ils ont provoqué une bagarre avec quelqu'un de bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Refusant de reculer, le chef lance Flash Blade, augmentant sa vitesse d'attaque et lançant une charge furieuse. Il s'engage pleinement dans l'assaut, jurant de déchiqueter Zhang Yan en un seul coup décisif. Leurs armes s'affrontent dans un affrontement aveuglant alors que Zhang Yan intercepte l'attaque de front. Zhang Yan brise l'échange et le détruit avec mépris, déclarant que son adversaire n'a tout simplement pas la capacité de gagner. Un élève qui pensait qu'un rang F serait une proie facile est soudainement abattu, incapable de comprendre comment quelqu'un d'aussi bas rangé pouvait le maîtriser. Zhang Yan suit sans hésiter, en voyant l'assaillant s'écraser et montrant clairement que l'écart entre eux est réel. L'élève blessé atterrit lourdement et réalise trop tard qu'il a peut-être provoqué quelqu'un de bien plus dangereux que prévu. Se rappelant que les morts pendant l'examen sont fréquentes, il devient convaincu que Zhang Yan a vraiment l'intention de le tuer. L'arme de Zhang Yan commence à se briser, laissant entendre qu'il contrôle plus que la force brute. Debout calmement au-dessus de lui, Zhang Yan rejette l'idée que cet ennemi vaille la peine d'être tué. Ce mépris choque plus l'élève tombé que l'attaque elle-même. Zhang Yan explique qu'il n'est pas un simple tyran qui cherche la bagarre, mais quelqu'un visant bien plus haut que les gens autour de lui. Il révèle clairement son ambition, il a l'intention de devenir le meilleur buteur de Nanron City. Avant que l'élève vaincu ne puisse comprendre, un autre candidat blessé attrape la jambe de Zhang Yan pour l'empêcher de partir. Au lieu d'attaquer, le nouveau venu supplie Zhang Yan de sauver son frère cadet. Zhang Yan marque une pause, pesant la supplique plutôt que de la balayer d'un revers de main. Un vautour aux ailes bleues tourne au-dessus de lui tandis que le garçon blessé lutte contre son propre désespoir et sa peur. Il admet qu'ils ont eu tort de cibler Zhang Yan et supplie à nouveau, cette fois uniquement pour la vie de son petit frère. L'expression de Zhang Yan s'adoucit à mesure que la demande lui parvient. Pensant à sa propre sœur cadette, il décide d'aider et ramasse une pierre comme pour faire passer un message. Il dit aux autres de surveiller attentivement, transformant le sauvetage en leçon. Zhang Yan déclare que ce qu'ils vont voir est la véritable différence entre eux. D'un lancer nonchalant, il lance la pierre avec une force écrasante. Le vautour n'a guère le temps de réagir avant que l'attaque ne l'atteigne. Il est projeté en l'air et enfoncé au sol d'un seul coup décisif. Les messages système confirment le kill,
l'expérience acquise et les points attribués à Zhang Yan. Alors que Zhang Yan s'éloigne, le garçon sauvé ne peut que le fixer, incrédule. Il réalise que Zhang Yan est sorti indemne du combat et se demande pourquoi ses propres alliés plus forts n'ont jamais intervient. Poussé par l'orgueil, il tente de poursuivre Zhang Yan et de régler les choses lui-même. Son compagnon l'arrête, lui rappelant qu'ils sont venus pour estropier Zhang Yan, pas pour gâcher leur vie sans réfléchir. Le deuxième garçon souligne franchement que Zhang Yan vient de les sauver tous les deux, et que l'attaquer maintenant serait suicidaire. En entendant cela, Zhang Yan conclut qu'ils sont insensés mais pas complètement déraisonnables, et décide qu'il leur a déjà retiré assez de points. Ses pensées reviennent à la situation plus large, il peut utiliser cet examen de survie pour remodeler ses capacités, mais il doit garder cet avantage secret avant le tournoi de l'arène. Il se souvient que les prochains matchs attireront l'attention des élites de toute la ville de Nanron, rendant l'exposition dangereuse. Comme le combat brut seul ne vaincra pas les adversaires aux compétences de haut rang brisées, il commence à planifier une voie plus intelligente. En traversant la forêt, il remarque que les lycées de la ville sont remplis de monstres cachés. Cela le convainc qu'il doit trouver immédiatement sa meilleure option. Il décide d'utiliser modification pour réécrire définitivement ses 5 compétences innées en un ensemble plus restreint, conçu uniquement pour l'efficacité au combat. S'il trouve la bonne combinaison maintenant, il peut augmenter ses chances de gagner plus tard sans révéler modification lui-même. Résolu, il se prépare à chasser un autre nid et à tester ses capacités révisées tout en continuant à récolter des points. Avec le temps de l'examen qui s'épuise, il considère chaque seconde restante comme précieuse. Il fonce de nouveau, déterminé à creuser l'écart qu'il a déjà construit. Ailleurs, les responsables scolaires qui regardent l'examen deviennent mal à l'aise à mesure que les dernières minutes s'écoulent et que le classement leur semble négatif. Un représentant de First Eye est plutôt ravi, insistant sur le fait que la situation se passe parfaitement pour son école. Le tableau de score en est la preuve, Zhang Yan, un tinker et un fermier de rang F, est en tête avec une marge énorme. Cet officiel célèbre ouvertement la performance de Zhang Yan comme bien au-delà de tout ce à quoi on s'attendait. Les autres se retrouvent à essayer de comprendre comment un élève de rang F pourrait presque doubler le score des concurrents d'élite de rang S. Depuis l'arrière de la salle, une femme aux cheveux bleus observe le tumulte avec un intérêt silencieux. Elle identifie Zhang Yan comme un double rang F et le reconnaît comme quelque chose d'assez anormal pour être qualifié de monstre. De retour dans la zone d'examen, Zhang Yan se repose sur les restes d'un nid de monstre après l'avoir nettoyé seul, admettant que cela a demandé un vrai effort. Son bracelet met son total à 2132 points juste au moment où le compte à rebours atteint 0. Une annonce déclare officiellement l'examen terminé et avertit que toute bête tuée après la limite de temps ne comptera pas. Zhang Yan se détend, supposant que le test est enfin terminé. Mais son sourire montre qu'il a déjà compris que la fin de l'examen pourrait lui offrir une opportunité encore meilleure. Debout au-dessus du cadavre d'un monstre qu'il a vaincu, le jeune homme attribue à cette victoire la restauration de toutes ses capacités. Avec ses forces retrouvées, il sent qu'il a enfin retrouvé le droit de poursuivre l'avenir qu'il a autrefois perdu. Dans la salle d'examen, le principal annonce que le test est terminé et avertit les 100 meilleurs candidats de rester pour un briefing immédiat. Autour de lui, les étudiants évaluent leur avenir selon les classements, sachant qu'une place de haut niveau pourrait ouvrir la porte à des universités d'élite tandis que les pâtiers inférieurs satisfait toujours leur famille. Il traverse la foule, pensant déjà au-delà du succès ordinaire, concentré sur la hiérarchie stricte entre les écoles du pays. Tout au sommet se dressent seules 3 institutions reconnues comme le sommet national. L'université Glory se définit par une doctrine agressive consistant à mener le combat dans les failles démoniaques et à s'emparer de territoires ennemis. L'université Legacy se consacre à la protection de l'humanité et à sceller les brèches dans les failles, tandis que l'université Sacrée équilibre attaque et défense. Seuls les 30 meilleurs élèves de chaque ville peuvent même postuler à ces 3-là, et l'admission à l'un d'eux désigne quelqu'un comme une véritable élite. En pesant son chemin, il décide de choisir l'école qui correspond à ses propres convictions. Son ami en armure le sort de ses pensées et lui rappelle que les 100 meilleurs ont été convoqués parce que le principal veut les rencontrer. Il confirme avec désinvolture que son ami a aussi été dans le top 100. L'ami l'admet fièrement et se vante qu'en tant qu'élève axé sur le combat, il a obtenu un classement suffisamment élevé pour prouver sa force. Sans hésiter, le jeune homme décide de répondre, il poursuivra Glory. Sa raison est simple, si les monstres à l'intérieur des failles démoniaques sont laissés tranquilles, ils ne feront que se multiplier jusqu'à ne plus pouvoir être contenus. Il voit la défense passive comme une stratégie perdante face à une menace qui ne cesse de croître. Pour lui, la seule vraie protection est une attaque implacable. Son ami, toujours en train de discuter légèrement, lui demande vers quelle université il compte viser. Cet ami dit que son propre score devrait confortablement le placer dans le top 80, suffisant pour rivaliser avec des écoles fortes juste en dessous du sommet absolu. Il retourne alors la question vers le jeune homme. La réponse vient avec une confiance totale, son objectif est Glory University. Son ami est stupéfait, réalisant immédiatement qu'il vise l'école la plus difficile du pays. Il lâche que cela semble insensé et le saisit, incrédule. Essayant de calmer sa réaction, le jeune homme souligne qu'une fois qu'il aura obtenu la première place dans la ville, atteindre Glory est simplement l'étape naturelle suivante. Son ami soutient que battre un examen de ville et survivre à l'environnement de combat brutal de Glory sont des défis totalement différents, surtout contre des monstres et des prodiges venus de partout. Il est sur le point de dire que le rang actuel du jeune homme serait écrasé là,
puis s'arrête avant de parler trop durement. Au lieu de cela, il adoucit cela en un avertissement général, la compétition de cette année est féroce même parmi les classes de combat. En privé, il admet que le talent naturel du jeune homme dépasse largement le sien et est soulagé de ne pas avoir révélé cette comparaison à voix haute. Le jeune homme voit clair dans sa tentative de protéger sa fierté et note intérieurement que son véritable avantage dépasse largement ce que quiconque ici peut imaginer. Il réfléchit que dans sa vie précédente, seuls des orbes de compétences extrêmement rares pouvaient augmenter sa capacité de modification, et qu'il n'avait réussi à la pousser qu'au niveau 3. Ces orbes de compétences sont des récompenses précieuses des bêtes démoniaques, convoitées car elles peuvent renforcer directement les capacités d'une personne. Se souvenant du système lié à son pouvoir, il réalise que s'il parvient à rassembler suffisamment de ressources à nouveau, sa croissance cette fois pourrait dépasser ses limites passées. Pour l'instant, il conclut que sa meilleure chance est de fouiller le marché noir à la recherche de quelqu'un vendant des orbes de compétences, même s'il ne peut pas encore se le permettre. Quand son ami continue de se plaindre des talents déloyaux, il le coupe et reconnaît que la plainte est en réalité à son sujet. Avant que l'échange ne puisse continuer, deux responsables scolaires s'approchent et soulignent qu'il n'est pas seulement premier au classement, mais l'élève qui a dominé tout le classement de la ville. Son ami est choqué d'apprendre que le principal n'a jamais personnellement fait l'éloge d'un élève en public auparavant, ce qui rend cette reconnaissance sans précédent. Le jeune homme reste calme et leur rappelle que le classement des examens est une chose, alors que le vrai tournoi d'arène sera un tout autre test. Un officiel sourit en coin et demande si cela signifie qu'il recule déjà. L'autre suppose que le garçon est simplement conscient de ses limites. Son ami observe nerveusement, incertain s'il doit intervenir. Au lieu de cela, le jeune homme répond par un sourire discret et confiant. Il rejette catégoriquement l'idée de battre en retraite, déclarant qu'en tant que meilleur buteur, il considère déjà le titre comme lui. Plutôt que de s'offusquer, le responsable éclate de rire, ravi par l'arrogance et l'esprit combatif du garçon. Satisfait, il rassemble les deux élèves et leur dit de venir avec lui. Il révèle qu'il a organisé un camp d'entraînement spécial d'une semaine pour les 100 meilleurs qualifiés afin de les affûter avant le vrai combat. Sur le lieu d'entraînement, il présente 3 instructeurs qui superviseront la préparation des élèves au combat rapproché. Il explique que exactement 10 élèves de First Eye ont obtenu leur diplôme cette année et présente le premier groupe, chacun déjà identifié par son niveau, sa classe et son rang. Les autres qualifiés de l'école sont également présentés, montrant une sélection de spécialités de combat variées et de classements impressionnants. Parmi elles figurent aussi les classes de soutien et élémentaires, ce qui montre clairement que l'équipe entrant dans le tournoi est globalement talentueuse plutôt que construite autour d'un seul rôle. Les instructeurs acceptent la responsabilité de former ces 9 en une unité plus forte et les avertissent que le tournoi à venir exigera une théorie du combat impitoyable et ne laissera aucune place à la retenue. Un élève interrompt la séance et demande officiellement des précisions au directeur. Le principal lui donne la parole, invitant directement le défi. L'élève pointe du doigt le nouveau venu apparemment oisif et proteste contre l'injustice de l'entraînement au combat, se demandant pourquoi une personne est exemptée alors que les autres souffrent lors des exercices. Le principal précise que le garçon en question n'est pas du tout négligé. Il révèle que l'instructeur de combat de l'élève est bien au-dessus du niveau des autres, car il supervisera personnellement l'entraînement du garçon. Cette annonce stupéfait la salle, et les élèves ont du mal à croire que le principal ait l'intention de s'entraîner avec lui en personne. Le poids de la décision s'impose lorsqu'il est noté que le principal Ouyang Li est l'un des 12 divinités gardiennes de la ville de Nanron, un grand maître de niveau 61. Même le corps enseignant est bouleversé, admettant qu'ils n'ont jamais vu le principal donner des cours particuliers à un seul élève auparavant. L'élève choisi réalise, incrédule, que l'un des principaux protecteurs de la ville veut l'entraîner personnellement. À mesure que l'attention se rapproche de lui, il devient méfiant et soupçonne que la faveur spéciale du principal cache un mobile problématique.